En amour, certains s'aiment, se séparent et nouent des liens parfois très étonnants avec leurs ex. On fait tous les anniversaires ensemble, faire tous les soirées, tous les Noëls, toutes les vacances. Isabelle et Christophe ont divorcé après plusieurs années de vie commune. Mais au fond d'eux, ils ont toujours gardé de l'attachement l'un pour l'autre. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour une autre femme. Et je me suis rendu compte que je pensais qu'à Isabelle. Nadine, Rudy et Nancy forment un trio assez inattendu. Si Nancy a fini par quitter Rudy, c'est Nadine qui vit désormais avec lui. Je la regarde sans amour. C'est comme si je voyais une amie. Il n'y a plus rien qui se passe. Mais entre les deux femmes, aucune rivalité. Elles sont même devenues aujourd'hui amies et confidentes. Je me suis dit, tiens, ils commencent à bien se parler et tout. J'étais très content. Donc c'est devenu la marraine de notre petite dernière. Unis sur la piste de danse et dans la vie, Loïc et Regina ont mis un terme à 4 années de relation. Une drôle d'amitié est alors née entre les ex-amants. Il nous arrive de dormir ensemble de temps en temps. S'il y a une personne avec qui il n'y a aucun risque, c'est Regina. On est fusionnels, mais on n'a plus de sentiments amoureux. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Avec mes invités, nous allons conjuguer l'amour au passé, puisqu'ils ont construit une relation particulière avec leur ancien compagnon, celui ou celle qu'on appelle communément son ex. Mais quelle nouvelle histoire peut-on construire avec quelqu'un qu'on a aimé? Peut-on devenir ami après avoir été amant? Pourquoi est-il tentant de retomber dans les bras de celui ou de celle que l'on a aimé? Une fois séparés, que reste-t-il après l'amour? Eh bien, c'est ce que nous allons tout de suite tenter de comprendre avec nos invités. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur ce plateau. Alors on va commencer avec vous, Christophe et Isabelle. Dans votre cas, l'amour a laissé place à une belle histoire d'amitié? Ben, un peu plus tout de même, puisque nous sommes toujours ensemble en fait. Je vis avec mon ex-mari. Après vous être séparés, même avoir divorcé, Voilà. Vous avez retrouvé l'amour tous les deux. Vous allez nous raconter dans quelles conditions. Et je crois que le soleil de Corse y a été pour beaucoup, n'est-ce pas Christophe? Tout à fait. Il y en a en tout cas. Et il y en a. Ça se voit. Alors, Regina et Loïc, vous, ça fait 13 ans que vous êtes séparés. Vous avez établi quel genre de relation aujourd'hui? Amical, frères et sœurs et professionnels. Et il n'y a jamais de dérapage? Non. Mais pas depuis très longtemps. Plus aucun désir? Non. Alors qu'il vous arrive souvent de dormir ensemble? Non. Il nous est arrivé, parce que professionnellement, en fait, nous avions besoin de passer énormément de temps ensemble. Ouais. Pour les spectacles, les costumes que nous avons fait nous-mêmes. Donc on a passé des nuits et souvent, en fait, on passait même pas forcément la nuit ensemble. Parfois on Elle faisait dormait. 3-8 en fait. Il y en Voilà, a qui dormaient c'est ça. pendant que l'autre continuait. Au bout d'un moment, quand l'un des deux était fatigué, il allait se coucher. Moi, je continuais à faire ce que j'avais à faire. Et j'allais la réveiller vers 6h du matin. Elle se levait pour reprendre et moi, j'allais me coucher. Bon, vous allez nous raconter, donc aujourd'hui, vous continuez à travailler ensemble. Vous allez nous expliquer à quel rythme vous avez besoin de vous appeler, par exemple. Et puis, en face de vous, un trio. Rudy, tiens, présentez-nous les deux femmes qui vous accompagnent. Ben ici, c'est Nancy, mon ex-femme, et Nadine, ma femme. Et alors, quel est le rapport entre vos deux femmes, si j'ose Ils dire? s'entendent super bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas été toujours le cas, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Tiens, Nadine, par exemple, comment vous perceviez Nancy? La jalousie, hein. Ah, vous étiez jalouse? Ah oui. Très jalouse, oui. D'ailleurs, vous le tenez, hein, au cas où. Ah non, je ne le tiens pas. Non, mais non. Plus. Et vous, Nancy, comment vous avez perçu Nadine pendant longtemps? Bah, au début, l'entente n'était pas très bonne. Donc, c'était la nouvelle femme de mon ex. Et puis maintenant, ben voilà, c'est ma meilleure amie. Il faut dire que ça a été compliqué aussi parce que c'est vous qui êtes parti pour un autre homme. Donc, Rudy l'a mal vécu. Vous allez nous expliquer comment, finalement, les choses se sont apaisées entre vous. Je crois que Nadine y a été pour beaucoup dans tout ça, pour amener beaucoup d'apaisement de part et d'autre. Et puis, avec nous, Florence Escaravage. Alors, vous êtes coach amoureux. Tout à On fait. dit ça, oui. Enfin, Oui, voilà. on peut dire ça. Coach amoureux. Donc, vous aidez les couples à surmonter leurs difficultés
ou Voilà. voir des célibataires à trouver l'amour. Exactement. Voilà, je les aide à comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut changer pour s'ouvrir à l'amour ou se reconnecter avec sa moitié. Alors, vous allez nous faire part de vos commentaires et de votre expertise au gré des témoignages de nos invités. On va commencer par celui de Christophe et d'Isabelle. Racontez-nous tous les deux comment vous êtes rencontrés. Alors, eh bien, je me suis inscrite à une salle de sport, tout simplement, où j'ai rencontré donc Christophe, qui était mon coach. Coach de sport. Donc, c'était à quel endroit, ça? Épernay. Épernay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un coup de foudre? Qui a remarqué l'autre? C'est moi le premier. Mais c'est moi le premier. Elle avait de très belles jambes. Elle a toujours de très belles jambes. Mais à l'époque, j'avais été séduit par Isabelle. Isabelle, vous aviez remarqué qu'il vous regardait? Non, pas du tout. J'étais vraiment, moi, venue dans l'optique du sport, donc finalement, il y avait beaucoup de monde dans la salle de sport, hein, comme toutes les salles de sport, donc... et bon, non, Mais il vous plaisait? J'étais C'était pas- votre genre? Ah non, d'homme? pas du tout. Pourquoi? Il était trop musclé. Ah bon? Il était encore plus musclé qu'aujourd'hui? Ah oui, oui, beaucoup plus. Ah bon. Oui, beaucoup plus. Trop musclé? Ah oui, pour moi, c'était trop musclé, c'était trop... Et, Comme Rudy? Encore un peu plus, peut-être. Enfin, à peu près. C'est Enfin, vrai. voilà, oui, oui. Mais quand même, au fil des jours, vous vous êtes laissé approcher. Bah, c'est-à-dire qu'on a très vite sympathisé parce qu'il est devenu véritablement mon coach, parce que j'avais vraiment besoin, moi, de conseils appropriés pour les activités sportives que je faisais à l'extérieur. Donc, en fait, j'ai trouvé qu'il était fort sympathique, très professionnel, et c'est ça qui m'a plu. Et puis d'autres points communs, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des intérêts communs? Ah oui, tout à fait. Après, dans nos discussions, je me suis rendu compte qu'il aimait beaucoup les gens, qu'il aimait énormément les enfants, il aimait beaucoup la nature, donc on parlait aussi beaucoup de toutes les activités qu'on pouvait faire en dehors de la salle de sport, et j'ai trouvé que c'était un compagnon de sport idéal. Bon, et alors en dehors de compagnon de sport, est-ce que vous vous êtes dit ça serait peut-être un compagnon tout court? Pas mal, finalement. C'est-à-dire qu'il a insisté au fur et à mesure. Enfin, on a dîné plusieurs fois ensemble, il venait me voir aussi lors d'activités sportives, tout. Donc oui, effectivement, au fur et à mesure du temps, bon, faut pas non plus... Vous êtes tombée amoureuse? Voilà. Après. Mais c'est vrai que ça a été long. Très long, très long. Il me l'a reproché en me disant, bon... Et combien vous avez mis pour la séduire? Quelques mois quand même, hein. Quelques mois. Au point où des fois elle m'invitait et elle se souvenait même plus qu'elle m'invitait. Ah bon? Elle avait oublié? Elle avait oublié. J'arrive avec un joli bouquet et elle me voit arriver. Mais qu'est-ce que tu veux? Je passais de dire bonjour, quoi. Elle se souvenait même plus, quoi. Et ça vous a pas découragé? Non. Ben non, parce que voilà. Bon, bref, vous avez fini par tomber amoureuse. Voilà. Et ça a bien marché entre vous, puisque un an après, vous vous mariez? Ben oui, on a quand même très vite pensé à emménager ensemble, oui. Donc mariage, et Mariage, un enfant. puis un enfant. Combien de temps après? Un an après le mariage. Bon, et donc ça a été un grand bonheur au début, ces premières années. Oui. Pendant combien d'années? Un grand bonheur, 4 ans. Ouais, 3-4 ans. Bon, et puis après, ça s'est gâté. Vous allez nous raconter la suite tout à l'heure. On va s'intéresser à Rudy. Comment avez-vous rencontré Nadine? Moi, Nadine, en fin de compte, je la connaissais déjà depuis longtemps, parce que j'allais avec son frère à l'école, mais on ne se regardait jamais. Et une fois, quand je me suis séparé avec Nancy, on s'est retrouvés en boîte de nuit, tous les deux le même, et elle est venue me parler, elle est venue me demander si je connaissais le garçon qui était à côté de moi, et je lui ai dit « Tu veux sortir avec ?» Elle dit « Non, je veux seulement savoir son nom. » Et c'est comme ça qu'on a parlé ensemble. Et quand j'ai demandé son nom, elle m'a dit « Je m'appelle Nadine Méné. » Et je dis « Mais moi, je connais un Alain Méné. » Elle dit « Mais c'est mon frère. » Et voilà, ça s'est passé comme ça. Vous étiez dans quelle situation sentimentale tous les deux quand vous êtes On était rencontrés? séparés. On était célibataires, séparés de nos... Célibataires tous les deux? Oui. Des séparations douloureuses? Oui, moi, du jour au lendemain, comme ça, elle est partie et j'ai jamais compris, mais j'avais un peu la haine et tout ça. Elle est partie pour un autre homme. Voilà. Vous aviez tous les deux un enfant au moment où vous êtes rencontrés et la garde de cet enfant posait un problème entre vous deux, hein, entre Rudy et Nancy. Beaucoup de disputes à ce sujet? Oui, on est passé devant le juge et tout, vraiment des disputes pour ça, et j'ai pas admis qu'elle ait l'enfant, quoi. Voilà.
Donc vous vous battiez pour une garde alternée. Voilà. Donc vous, vous subissiez ces disputes. Oui, je n'aimais pas du tout. Parce qu'en fait, quand moi je me suis séparée avec mon ex-mari, on s'est séparés en amis. Quand on est passé devant le juge, on a dit, il dit voilà, vous êtes là pourquoi? Bon, on se sépare, on ne s'aime plus. Mais pour le bien de notre enfant, on voulait vraiment rester amis. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand j'ai rencontré Rudy et que j'ai vu qu'il y avait des... J'ai dit non, c'est pas bien ce que vous faites, pensez à votre enfant, quoi. Elle me disait oui, non, non, non. J'ai dit il faut que tu t'entendes avec. Donc vous avez œuvré en ce sens. Vous ressentiez quoi pour Nancy, vous, à ce moment-là? Une jalousie, je vais être honnête. Pourquoi vous étiez jalouse? Puisqu'elle était partie pour quelqu'un d'autre? Oui, mais c'est elle qui l'avait quittée. Hein. Et alors? Donc moi, pour moi, il avait peut-être encore des sentiments pour elle, quoi. Et elle vous a apaisé, j'imagine, parce que vous étiez dans la colère après que votre femme soit partie. Oui, elle m'a bien expliqué et tout. Au début, ça n'a pas été tout rose, quoi, mais petit à petit, on a un peu compris. Il fallait se mettre... fallait voir ce qu'on voulait pour l'enfant, le bien de l'enfant qu'on avait eu à deux. Et vous, Nancy, comment vous voyez tout ça? Je voyais ça mal. Il y avait la séparation, il y avait le... Puis, ben, tout compte fait, ouais, on a discuté un peu avec Nadine. Et c'est vrai qu'une fois qu'il y a un enfant, il faut le voir différemment, quoi. Ouais. Puis vous avez compris qu'elle était jalouse de vous, à l'époque? Au début, oui. Mais je pensais pas qu'elle allait être jalouse comme ça. Parce que c'est vrai, Nadine était quelqu'un de très, 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 très jalouse, quoi. Et puis bon, ben, c'était pas possible, quoi, parce qu'on avait des amis en commun. Donc on se voyait dans des endroits, on se voyait... Je ressentais sa jalousie. Il fallait que ça stoppe, quoi. Et comment vous avez fait en sorte que ça stoppe, comme vous dites? Bêtement. On était à un baptême. Ils étaient là. Et nous aussi. Et dans la soirée, j'ai été trouver Nadine. Je dis, viens, Nadine. Je dis, il faut qu'on discute. Il faut que ça stoppe, quoi. Il faut que la jalousie stoppe. Et donc, on est sortis à deux. Et je lui ai expliqué que une histoire d'amour, il faut la vivre à deux. Et que moi, quand c'était fini, c'était fini. Et que je ne retournerai pas avec. Je suis partie et que je ne retournerai pas avec. Pourquoi vous l'aviez quitté? Pas qu'on ne s'entendait pas. C'est que déjà, on était jeunes. Je suis tombée enceinte. Et il vivait que de son sport. Body, vélo, balle pelote, voilà. Et est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à vous? Quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Et donc, vous êtes partie? Partie, du jour au lendemain. Et aujourd'hui, vous êtes toujours avec l'homme pour lequel vous êtes partie? Oui. Et vous le connaissez, Rudy? Oui, oui. Longtemps, vous l'avez détesté? Oui, j'ai détesté. Mais là, c'est je l'aurais tué. Mais voilà, la séparation de mon ex-beau-frère nous a rapprochés. Et elle était à la mer. Et tous les jours, je faisais aller-retour à la mer. Oui, on a parlé. C'est là qu'on a commencé. Ils ont commencé à bien se parler. Et je voyais qu'ils se rapprochaient. Je me suis dit, bah, écoute, moi, je vais me rapprocher de lui. Et voilà, et petit à petit, ça s'est fait. Vous allez nous raconter tout à l'heure comment ça s'est passé, ce rapprochement. Mais d'abord, on va découvrir la rencontre de Loïc et de Regina. Je crois que c'était sur un plateau de télévision. C'était chez Pascal Sevran, on était danseurs à la chanson. Ouais. Voilà, donc moi j'ai débarqué longtemps après lui sur le plateau. Et puis on n'a pas dansé tout de suite ensemble. J'ai d'abord eu un autre partenaire et puis finalement on nous a dit bon bah voilà. Moi j'ai eu plusieurs partenaires de danse en fait sur les plateaux de Pascal. Et comme je n'avais pas de partenaire attitré, à chaque fois que je faisais une nouvelle émission, j'avais une nouvelle partenaire. C'est vrai, t'avais un danseur volant en fait cette émission. Le tango, la valse, le passo, toutes les valses de tango, le cha-cha. Tango, passo, cha-cha, rumba, quick-step, sofox, mambo, salsa, rock, etc. Ah ouais. Donc en fait, on me donnait une nouvelle partenaire, une nouvelle cavalière à chaque fois. Et puis un jour, on m'a dit, bah, tiens, aujourd'hui tu danses avec Regina. Et alors? Bah, j'ai dansé avec elle, voilà, ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu au niveau de la danse. Donc la fois d'après, l'émission d'après, on m'a dit, bah, tiens, puisqu'elle est là, tu vas danser avec elle. Et la fois d'après, bah, on est allés instinctivement l'un vers l'autre, puisqu'on dansait ensemble et qu'on s'entendait bien au niveau de la danse. Et alors, donc en dehors de la danse, il y a eu un feeling personnel? Vous, non, mais Regina, peut-être? Oui, moi, oui. J'étais jeune, il était plus âgé que moi, donc j'avais 19 ans. Lui, il était grand, il était sportif, toujours en train de plaisanter et dire des bêtises partout. Voilà, donc... C'est pas vrai. En tout cas, là, vous avez eu un coup de cœur pour lui, au point de l'inviter à votre anniversaire. Oui, j'avais assez fait rapidement. mes 20 ans. Donc, il y avait un petit peu de monde, donc c'était
C'était un prétexte aussi. Mais vous étiez tombée amoureuse de lui? Oui, je crois. Vous l'avez suite, oui, je senti, sais pas. Loïc? Non, j'ai senti effectivement qu'elle était attirée par moi, effectivement. Donc elle m'a invité à son anniversaire, où il y avait pas mal de monde, mais où il ne s'est absolument rien passé du tout. Je n'avais pas eu, moi, d'attirance de prime abord pour elle. Ouais. Et Donc, comment c'est venu alors? En fait, quelques jours plus tard, elle m'a téléphoné et elle m'a demandé si je voulais l'accompagner au cinéma. Après, Vous êtes tombés amoureux? Nous sommes sortis ensemble, oui, je pense, on était bien. On a passé... Donc il a du mal à le dire quand Non, même. mais il n'arrive pas à dire certains sentiments. Mais... Voilà. Il a du mal à exprimer ses sentiments? Voilà, je pense. C'est pas nouveau et c'est toujours. D'accord. Ouais. Alors que vous étiez très fleur bleue, Régina. Oui, je croyais au vous prince attendiez charmant, quoi, la vous princesse, le bal, voilà, enfin une petite fille, quoi. Ce qui se passe, c'est que je vivais une situation difficile de mon côté, parce que j'étais en train de perdre ma maman qui était malade. Et ça a été un réconfort de rencontrer quelqu'un qui était plus âgé, qui était là, avec qui on avait la même passion, les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes buts. Et puis voilà. Donc, si je comprends bien, à l'époque, vous viviez souvent avec votre maman. Donc... je vivais avec ma maman. Sa maman et sa sœur. Ouais. Donc elle m'a demandé si je voulais bien partir en vacances avec eux. Et on a fait le tour des châteaux de la Loire pour ses études. Oui, des églises, parce que je faisais de l'histoire de l'art après mon bac et tout. Première réaction, Florence, aux rencontres que nous venons d'évoquer? Ce que je trouve absolument merveilleux, c'est le pouvoir de la communication dans le trio ou dans le quatuor même, puisque maintenant ils sont 4 à bien s'entendre. Et l'intelligence relationnelle que vous avez eue toutes les deux, de vous ouvrir. On voit qu'en fait, de toute façon, dans l'amour, il n'y a que la communication qui résout les problèmes. L'oreiller peut résoudre ponctuellement les problèmes, mais quand on comprend, en fait, on peut résoudre n'importe quel problème amoureux quand on est dans la connaissance de l'autre. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour vous deux. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a eu ensuite le mimétisme pour vous, Rudy. Je me suis dit, elles s'entendent bien, alors je vais essayer de faire la même chose avec le nouveau compagnon de mon ex-femme. Voilà. Donc il n'y a jamais... moi, je vois des couples qui parfois sont tellement au bord de la crise qu'ils ne s'imaginent même pas pouvoir repartir ensemble. Alors qu'en fait, la solution est vraiment dans cette idée de se reconnecter pour se comprendre. Et quand on se comprend, alors c'est vraiment beaucoup plus facile d'accepter des choses qui semblaient jusqu'alors inacceptables. Alors, on va poursuivre ces histoires. Grand bonheur au début de votre rencontre, mariage, un enfant. Et puis, les choses se sont gâtées au bout de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe? Je suis quelqu'un qui sort d'une famille où ils sont très carrés sur le travail, comme beaucoup. Et je n'ai pas été élevé avec des gens qui ne fassent rien. Voilà, donc je n'acceptais pas mon échec professionnel. C'est-à-dire, vous avez dû fermer votre salle de sport. Voilà. C'est ça. Et donc ça, vous l'avez très mal vécu. Très mal vécu. Ouais. Et vous avez mis un peu de temps avant de rebondir. Complètement. Voilà. Et donc, ça a eu des conséquences sur votre état d'esprit, sur votre personnalité? Ouais, surtout sur le couple. Mais en quoi ça a eu des conséquences sur le couple? C'est-à-dire, vous aviez peur de son regard? Vous aviez une mésestime de vous? Par exemple. Ouais. On peut penser. Manque de confiance? Aussi, très grande. Ça tombe très vite, ça. Faut faire très attention. Et puis, problème d'argent, si je comprends bien. Qui arrive problème financier. Systématiquement, travail décent, tout s'effondre. Et vous, Isabelle, comment vous avez vécu toutes ces années? Vous l'avez vu plonger psychologiquement? Oui. Et ça a été douloureux à vivre pour vous? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que finalement, il avait énormément perdu confiance en lui. Je crois que ça a été surtout ça la grosse problématique. Et à la suite de ça, nos relations se sont très entachées parce qu'il s'était très renfermé sur lui-même. Et puis finalement, il n'y avait plus que le sport qui comptait parce que comme il était très talentueux au niveau du sport, il s'est vraiment jeté que sur le sport et il n'y avait plus rien qui comptait. Parce que, c'est une manière de se rassurer. Voilà. On va là où on se sent le mieux. Et oui, tout à fait. Et par contre, j'ai quand même eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui sont plus de ce monde aujourd'hui, qui m'ont permis de remonter la pente en allant travailler dans des grandes maisons de champagne. Où là, j'ai repris confiance en moi, dans l'œnologie.
dans la sommellerie. Et là, c'est un endroit où j'étais très bon aussi. Et là, j'ai repris confiance. Bon, mais si je comprends bien, vous avez pris vos distances chacun. Vous êtes un peu perdu de vue dans votre couple. Vous avez fini par évoluer un peu seul. Et donc, c'est devenu conflictuel jusqu'à quand même prendre la décision commune de divorcer. Tout à fait. Il y avait trop de tension dans la maison, finalement, entre nous. Les ans ne passaient plus comme il fallait, quoi. Cette alchimie qu'on avait dès le départ, on ne l'avait plus. Et est-ce que vous aviez l'impression de vous aimer encore? Est-ce qu'il y avait encore des sentiments? Oui. Moi, oui. Comment vous le saviez? C'est mon cœur qui parlait. Et alors, vous étiez prêt à divorcer de la femme que vous aimiez? Oui. Pourquoi? Avec sacrifice, pour qu'elle puisse être heureuse comme elle le voulait. Parce que moi, je la sentais pas heureuse avec moi. C'est ça. Donc vous vous sacrifiez, vous. Oui. Et vous, Isabelle, vous ressentiez encore de l'amour pour lui? Oui. Ça, c'est pas banal quand même. Et alors, pourquoi vous avez décidé de divorcer? Je respectais sa décision. Je disais, s'il veut qu'on se sépare, on se séparera. Donc, en fait, vous n'avez vraiment pas dialogué? Je crois que c'était un dialogue sans... De sourds. Voilà, un dialogue de sourds. Florence? C'est vrai que c'est assez... Les crises arrivent souvent lorsqu'un événement extérieur vient perturber et quand l'homme, en effet, est confronté à une phase de chômage ou de gros stress, le réflexe est souvent l'issue de secours, on va dire, est souvent de rentrer un peu dans sa grotte. Et c'est très difficile pour la femme qui a naturellement souvent une propension à vouloir aider l'autre, mais finalement, l'homme rarement est capable de se confier sur... des soucis professionnels où il n'ose, il a une pudeur. Et donc, on en voit des couples qui se séparent alors qu'ils s'aiment encore parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à se parler. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là? Je crois que le mieux, c'est d'attendre un moment de paix, de connexion, avec des éléments comme la musique, et un moment calme où on dit « mais j'aimerais tellement, que tu te confies à moi parce que moi, je te sens si proche de moi quand tu es fragile et à quoi je sers si je ne suis là que pour les moments de vie où ça va bien. » Vous ne l'avez jamais fait, ça, Isabelle? Non, pas vraiment. Puis après, il y a aussi tous les problèmes secondaires, financiers, enfin tout plein de problèmes qui arrivent et qui pèsent lourd sur le quotidien. Et on a aussi parfois pas les bonnes personnes autour de soi aussi. Ouais. Qui disent justement, si vous divorcez, ça ira certainement mieux. On avait aussi des familles qui n'étaient pas véritablement favorables à notre relation. Donc évidemment, la moindre brèche, c'était séparez-vous. Voilà. Vous avez pris la décision de divorcer et donc vous êtes retrouvés devant un juge. C'était quoi, en 2003? Oui, c'est ça. Est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous doutez de votre décision? Oui, parce que quand on est allé, je me rappelle juste avant de rentrer dans le tribunal, on aurait cru 2 âmes en peine, quoi. On allait vers une condamnation qui ne nous satisfaisait pas. C'était plutôt la vie nous punit de ne pas avoir réussi un idéal. Mais quand vous ressentez ça, vous échangez là-dessus devant le bureau? Et je me souviens qu'il a même dit de toute façon, c'est fait, allez, on y va et on verra bien. On passe à autre chose. Ça, c'est très masculin aussi. Non? C'est plutôt les femmes qui disent on passe à autre chose. Non, c'est pas vrai. On ouvre le dossier suivant. Bon. Donc c'est tout. On a laissé passer ce mauvais moment et on... Alors, sauf que vous divorciez, mais fataliste. Pour des raisons financières, vous allez continuer à habiter ensemble. Très peu de temps après, il m'a dit qu'effectivement, il avait aussi des difficultés pour retrouver un logement, parce qu'effectivement, il y avait des ressources pas suffisantes. Donc, comme on s'entendait bien, puis qu'on échangeait quand même beaucoup d'appels téléphoniques, déjà, on avait aussi Antoine quand même, qui était très jeune, donc on a prétexté un petit peu... Donc, vous êtes restés sous le même toit? On est restés sous le même toit. Séparés, mais sous le même toit. Ce qui est quand même étonnant, c'est que vous prenez la décision de divorcer parce que vous ne supportez plus, mais au fond, vous avez dû vous supporter puisque vous êtes restés sous le même toit. Au fond, je l'aimais toujours. Ouais. Donc pour moi, c'était pas une difficulté de vivre auprès d'elle. Ouais. En plus, il y avait mon fils, tout en sachant que j'avais déjà vécu un échec avec une première femme avec qui je n'étais pas marié, et j'ai eu 2 filles que je n'ai jamais plus élevées. Parce que par contre, c'est elle qui est partie. Et là, je subissais un 2e échec.
Et là, pour moi, c'était le coup de grâce, quoi. C'était pas possible. Alors, comment ça s'est passé, cette cohabitation? C'était calme ou tendu? Il y a eu quand même, voilà. Les conflits portaient sur quoi? Les reproches, oui, si on en est arrivé là, c'est parce qu'il n'y avait plus de travail, plus d'argent, enfin voilà. Ce genre de reproches. Que vous faisiez, vous? Oui. Ah oui, donc en fait, vous lui enfonciez la tête sous l'eau. Un peu, oui. Un petit peu quand même. Oui. Et vous dormiez bien de le dire, c'est chacun bien. dans la même... Comment? Qu'est-ce Je qu'il vous suis a très dit? content qu'elle le dise, parce que je l'ai jamais su, C'est la ça, première hein. fois qu'elle le dit? Oui. Merci Sophie. Non, mais c'est important, c'est vrai, c'est important de dire les choses. En même temps, ils étaient dans une configuration tout de même difficile. Hein. Ouais. Puisque déjà, il n'y avait plus de relations sexuelles qui, quand même, favorisent les connexions. Enfin, j'imagine. Non, c'était conflictuel. Et puis, il était à l'origine de la décision du divorce. Donc, Qu'est-ce que vous ressentez, là? Un soulagement. Vous voyez, je prends un petit thé, ça... je sais pas, il y a comme un poids qui est parti. Ah bah, je suis contente, alors là, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour vous. Ouais. Bon, donc vous avez... je sens un peu d'émotion chez Isabelle aussi. On a beaucoup souffert de l'entourage aussi. Juste là-dessus. mais oui, les gens projettent, en fait, leurs propres histoires, parfois leurs propres névroses. Et puis, de toute façon, ils connaissent tellement pas l'intimité du couple. Donc, il faudrait rarement écouter les autres et écouter, non pas son instinct, mais surtout son envie. Son envie. Parce que l'instinct en amour, parfois, ça peut nous amener dans le mur. Hein, mais... Alors, donc, vous continuez à habiter sous le même toit, vous dormez ensemble? Oui. Dans le même lit? Non, ça arrive. Pas souvent. Ça arrive, mais c'était rare, non. Vous n'en aviez pas envie, manifestement, alors que vous, Christophe, ça vous aurait pas déplu. Non, tout à fait. Voilà. Mais quand même, ça se passe tellement mal que vous décidez de vous séparer physiquement. Oui. Comment vous faites, alors? Ben, moi, je repars chez les parents. Je suis parti où? J'avais pris un billet pour Saint-Martin. Ah oui, Saint-Martin, l'île Saint-Martin, vous savez. Très loin. On fuit les échecs en s'en allant. J'en avais ras-le-bol. C'était plutôt un ras-le-bol de tout. Quand vous vous êtes séparés physiquement, qu'est-ce que vous avez ressenti, Isabelle? Est-ce que ça vous a soulagé ou au contraire, est-ce que ça vous a attristé? Non, ça m'a attristée. Ben, c'était dommage, finalement, d'en arriver là. Il y avait quand même aussi mon fils et j'avais un idéal. Moi, je voulais une famille. Je voulais ma famille. Donc, je voulais mon mari. Ah oui, il me manquait, bien sûr. Oui. Donc là, vous l'avez réalisé? Ah oui, là, je l'ai réalisé. Mais pas exprimé? Non, pas du tout. Vous êtes quand même du genre un peu orgueilleuse. Oui. Hein, Florence? Oui, non, mais je trouve ça joli de le reconnaître. Hein, et puis on voit aussi que de temps en temps, une vraie rupture, une vraie cassure est nécessaire pour la prise de conscience du manque. Hein, parce que parfois, on est dans un cocon comme ça, et puis en fait, on ne ressent pas le manque. Et quand l'un s'extrait du cocon, alors, hein, c'est un petit peu cette jolie phrase qui dit « Bonheur, je t'ai reconnu au bruit que tu faisais en partant ». C'est joli. Et c'est vrai, oui, franchement. Puisque quand il n'était pas là, oui, j'avais l'impression d'être perdue. Enfin, c'était énorme, il me manquait vraiment quelque chose. Hein. C'est réciproque, finalement. Parce que moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour une autre femme. Et je me suis rendu compte que je pensais qu'à Isabelle. Ouais. Là, quand vous êtes dans les bras d'une autre, vous pensez à l'autre femme, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, de là, j'ai vu que je l'aimais vraiment, que c'était ma femme, et puis il y avait mon fils. Il y avait tout derrière. Alors, il y avait toute une vie, quand même. Hein, puis c'était pour continuer, la vie. C'était pas non plus... Voilà. Isabelle, vous avez eu d'autres histoires, vous? Ah, pas du tout. Sérieuse? Non, je n'avais absolument pas envie, en fait. Vous étiez en colère, vous? En colère, puis je pense, au fond, encore trop amoureuse. J'avais pas envie de le remplacer, non. Ouais, vous avez bien fait de venir, vous, aujourd'hui. Hein.
Allez, on va un jour. passer à Loïc et Régina. Donc, vous nous avez raconté tout à l'heure que vous vous étiez rencontrés sur un plateau de télé, très amoureux l'un de l'autre pendant des années, une maman très présente dans la vie de Régina, et puis cette maman disparaît. Donc, c'est un moment qui a été, j'imagine, très douloureux. Vous étiez toute jeune. Et là, ça vous a fait mûrir, ça vous a fait grandir, ça a changé votre personnalité. Oui, ça a changé forcément ma personnalité parce que quand on est, on va dire, entouré, on est en cocon ou alors on est seul, livré à soi-même. Et donc là, il y a le côté guerrier, mon côté guerrier qui est ressorti et qui, oui, était plus dynamique que la petite jeune fille que j'étais avant. C'était, on va dire que quand je l'ai rencontrée, c'était une jeune femme. Et c'était un peu, on va dire, une jeune femme enfant. Et apparaît, quand elle a perdu sa mère, effectivement, elle s'est battue. Elle s'est battue pour elle et pour sa sœur. Et donc, elle a pris de la force de caractère, de par aussi ses origines, donc qui sont ressorties. Voilà, c'est comme tout ce qu'il y a dans la terre. Disons que j'étais plus à diriger. On avait des projets communs. On était déjà un petit peu un pied dans ce métier. Mais je me suis rendu compte aussi que les choses étaient assez difficiles et qu'il fallait se battre et qu'il fallait monter des choses et que c'était pas... Enfin, il n'y avait pas de concession à faire sur la vie privée. En plus, moi, je viens d'une école classique, du conservatoire, etc., de danse, tout ça. Donc, c'est avec des structures et des bases très rigides. Donc, en fait, vous lui reprochiez d'être un petit peu trop mou, un peu trop passif. Merci. Un peu trop passif, quoi, pas assez... On n'a pas la même base de formation, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Non, et puis c'est bien, je pense, parfois qu'il y ait un leader, c'est bien. Ça aurait pu être lui, le leader, et j'aurais pu l'accepter. Il se trouve que les choses n'étaient pas comme ça. Moi, je n'étais pas élevée de cette manière-là. Mais du coup, quand on dirige plus les choses et que ce n'est pas l'homme qui les dirige, c'est moins évident pour un homme aussi à accepter. Donc la réaction n'est pas forcément... Voilà. C'est la peine de me regarder comme ça, en coin, là. J'attendais quelque chose, une compassion pour moi de votre part. En tout cas, ce qui s'est produit, c'est que ça a débouché sur des disputes, des tensions. Vous vous êtes quittés, séparés, retrouvés, puis requittés. Ça a été mouvementé. Mais oui, mais en fait, on travaillait tout le temps ensemble. Comme en fait, le travail nous prenait entre les répétitions, les montages la réflexion sur des choses, tout ça, etc. Les lieux, parfois, on ne travaillait pas forcément tout le temps à Paris, d'y aller, de revenir, de préparer, de répéter, de ranger. De fabriquer. De faire aussi. De fabriquer, de créer, d'imaginer, etc. Toujours est-il en fait, on était ensemble tout le temps, donc il y avait tout le temps ces tensions. D'un commun accord, enfin c'est ça, je dis pas de bêtises, d'un commun accord, au bout d'un moment, on s'est dit... D'un commun accord de son côté, en fait... non, je plaisante, mais elle a un caractère vraiment très fort. C'est quelqu'un qui en veut. C'est vraiment quelqu'un qui en bouffe, comme on dit... Hyperactive un peu, Oui, une hyperactive ou une vorace, mais dans de le travail. Voilà. Et elle est à fond, et en fait, elle ne va voir que ça. Ce que je comprends, c'est que c'est un peu un tue-l'amour, quoi, d'être trop tout le temps ensemble, de travailler, voilà, c'est quand même un peu... et donc, vous vous êtes donc séparés. Oui, tout à fait. Vous en avez souffert de cette séparation ? Oui, il y a des moments... Enfin, moi, je parle de mon côté, il y a des moments où j'en souffrais, et d'autres... pas forcément, ou au contraire, voyant sa réaction, etc. Ça me confortait dans mon opinion, voilà, dans ma décision. Et toi, Moi, il y a des moments où c'était pas facile, parce que quand on s'est séparés, elle a eu des petits copains, et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'avoir des petits pincements à cette époque-là. Mais après, par contre, on n'est jamais revenu. Et puis après, les choses se sont passées. En fait, je pense qu'à la base, outre le fait qu'on était jeunes, tout ça, je pense et maintenant encore, on est plus amis et frères. Et à la base, on avait plus une relation d'amis et frères et sœurs. Même, voilà. On s'entendait mieux comme ça, plutôt qu'en tant que couple. Et ça toujours, en fait, ça aurait peut-être dû être toujours comme ça, je ne sais pas. Et alors, moi, ce qui me... Enfin, je choisis le verbe. Non, ce qui m'interpelle, c'est que vous ayez passé autant de temps ensemble après, sans éprouver de désir, finalement. Il n'a plus été question de désir entre vous. Non, parce que nous avons eu cette période où nous avons été ensemble. Et après, on a conclu qu'effectivement, cette période ne nous convenait pas. On a eu les sentiments l'un envers l'autre au moment où on a été ensemble.
mais il y avait des choses qui n'étaient pas faites pour être ensemble. Et À ce pourtant, vous niveau-là. dormiez ensemble. Oui. Il nous arrivait de... Non, Ça quand nous on est est arrivé. séparés les premières années, au début, oui, il nous est arrivé de dormir ensemble de temps en temps. C'était pas... Voilà. Parfois, c'était aussi pour des raisons de De travail. raisons C'était que pratiques du pour le travail, de travail, toute hein. façon, tout le temps, c'était la raison. Mais c'était pas... C'était pas Dormir ensemble pour dormir ensemble. J'ai pas envie d'être dormir avec toi. Elle a On pas était envie en de dormir avec moi. pyjama. Voilà. C'était pas viens ici, on fait un câlin, machin. Non, c'était vraiment on travaille ensemble. On a besoin de travailler ensemble. On a des demandes professionnelles, des gens qui nous ont demandé de faire certaines choses, de monter certains spectacles. Et il faut qu'on les fasse. On a très peu de temps. D'accord, on a Donc, compris. Donc voilà. vous travaillez la nuit, le jour, la nuit, le Mais- jour. non, mais voilà, et vous c'est tout relayez. simplement pour ok. Juste un mot de Florence sur cette relation. On comprend bien que c'est peut-être plus une relation fraternelle qu'une relation de couple. Ils ont l'air de l'exprimer. restés C'est longtemps dès le ensemble. départ une relation fraternelle et professionnelle. Mais moi, ce que j'entends tout de même, c'est qu'au départ, bon, il y a eu cette attirance avec une relation amoureuse, mais qu'à nouveau, un événement extérieur, le décès de sa maman, en fait, est venu changer la configuration du couple. Et donc, là, il faut savoir se réadapter. C'est-à-dire que peut-être qu'en effet, peut-être qu'ils n'étaient pas sur un pied d'égalité, la chose s'est renversée. Et donc, c'est tout de même pas facile d'aller quasiment aimer une autre personne. En fait, hein. Et donc, on voit bien qu'au fil de la frise chronologique de la vie de couple, tout événement extérieur vient complètement déséquilibrer le couple. Et donc, soit on a vraiment le projet d'y parvenir, et à ce moment-là, il faut aimer cette nouvelle personne, soit finalement, voilà, on prend une sortie, quand bien même on continue à travailler ensemble. Alors aujourd'hui, quels sont vos rapports? Vous vous appelez tous les jours? Non. Ah non, pas du tout. Non, en fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on travaille beaucoup. Quand il y a beaucoup de galas, on est en contact, pas forcément tous les jours, mais voilà. Ouais, et on a on peut ne compris, pas la nuit, s'appeler le jour, pendant... on peut ne pas s'appeler pendant 2 semaines, ça arrive. Voilà, 2 semaines, 10 jours. Ah oui. Un frère et une sœur, on a vécu avec lui jusqu'à un certain âge, et puis chacun fait sa vie d'un côté. Ça n'empêche qu'il y a des moments où on va être très proches et d'autres peut-être pas du tout. Et ça Alors, passe quand après vous le pendant un présentez comme votre frère, qu'est-ce que vous dites quand vous rencontrez des gens? Vous le présentez comme... Enfin là, je dis que c'est mon partenaire. Voilà, et moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que la dimension amoureuse de votre relation, c'est pas ça que vous gardez aujourd'hui? Absolument Non, pas pas. du tout. Ouais. Et moi, au contraire, justement, lorsque je discute avec ma compagne, qui va me parler de mon ex, etc., qui va être jalouse du fait qu'il pourrait y avoir quelque chose, je lui dis non. S'il y a une personne avec qui il n'y a aucun risque, c'est Regina. Il peut y avoir un risque, à la limite, avec n'importe laquelle autre femme, sauf avec Regina. Il a raison là-dessus. Parce que Il a raison là-dessus? bon, on a là-dessus, oui. ce passé, en fait. On a acté, Là-dessus, oui, nous on a avons raison. été ensemble, Tourner la nous avons page. décidé Voilà. de ne plus être ensemble. Voilà. On travaille ensemble parce qu'on est fusionnel professionnellement, amicalement, fraternellement, mais on n'a plus de sentiments amoureux. On est Qu'est-ce passé que à vous- autre chose. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Il a raison pour ses compagnes, qu'elles devraient être jalouses sur d'autres personnes. Mais ici, elle sait que ça n'a pas marché entre eux. Donc non, je trouve ça normal que... Bah oui, que mais les parfois ça n'a compagnes pas soient marché, et puis ça peut marcher après, à d'autres moments de la vie. Non, parce qu'on a rencontré chacun d'autres personnes de notre côté, nous avons fait notre vie. Puis le fait de se rencontrer très jeune, de pas forcément déjà être sur la même longueur d'onde, si on analyse les choses d'une manière extérieure, on n'avait pas du tout le même genre d'éducation, pas le même genre de comportement, pas le même genre Oui, mais d'humour, parfois tout ça. on dit que les opposés s'attirent et que Alors- les contraires s'attirent. Oui, Oui. peut-être. Bon, dans le travail, on se complète, mais dans la vie personnelle, ça... Alors, juste un commentaire de Florence là-dessus, parce que est-ce qu'on peut Le être temps sûr a- de ça, que finalement l'histoire est terminée, Ouais, l'histoire amoureuse ça est sépare terminée, davantage. ils ont pris une décision tous les deux, et donc ça veut dire que c'est mort après pour le désir et pour les sentiments. Moi, je suis pas sûre. Je trouve que la vie peut toujours réserver des surprises, non? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'un lien amoureux, ça s'entretient. Hein. Et puis donc là, il y a quand même eu des nouvelles personnes qui sont arrivées. Quand on se frotte en fait à une nouvelle histoire amoureuse, soit au contraire, elle nous renvoie à l'ex. C'était le cas très fort de Christophe, qui l'a exprimé merveilleusement.
soit au contraire, on s'embarque dedans et alors l'autre nous quitte encore plus loin. Et je crois que c'est ce qui s'est passé dans leur couple. Et puis j'ai envie de dire, ils ont bâti vraiment cette notion de partenariat sur la danse, sur les costumes, etc. Ouais, complètement. Moi, je dis souvent que pour une relation de couple, en fait, c'est comme 4 piliers de chaise. C'est-à-dire qu'il faut la connexion émotionnelle, la connexion spirituelle, la connexion intellectuelle et la connexion sexuelle. Donc, il y a un couple, quand même, pour qu'il tienne, normalement, il lui faut ces 4 piliers de chaise. Là, ils n'ont déjà plus la connexion sexuelle. La connexion émotionnelle, c'est vraiment ce que l'on ressent de l'autre, les sentiments. Donc, a priori, ils ne l'ont plus non plus. En revanche, ils ont certainement le partage intellectuel sur leur travail. Et le partage spirituel, c'est un peu les valeurs qui les animent. Et puis, Regina a exprimé qu'ils avaient vraiment des valeurs assez différentes. Donc, ça fait plus un couple. Pas de valeur, enfin pas au point de vue valeur humaine, parce que justement pour ça que je continue à apprécier Loïc et que voilà, et que c'est dans le travail, mais dans la vie privée, je l'apprécie parce que c'est quelqu'un humainement qui a de belles valeurs. Il manque d'autres piliers. Mais c'est pas la connexion. Pour se remettre ensemble, il manque d'autres pieds à la chaise, effectivement. Donc nous avons le principal, c'est-à-dire qu'on a toutes les connexions qui vont bien. Pour bien s'entendre, on peut se téléphoner, on peut se parler, on peut se raconter des choses. Mais pas pour vivre une histoire d'amour. Absolument pas. Ni sexuelle. En revanche, chez notre trio, non, il n'y a pas de en revanche, au contraire, parce que donc vous vous êtes trouvés. Nadine a été très jalouse au départ parce qu'elle avait peur que l'histoire ne soit pas terminée, si je comprends bien, dans la tête de Rudy. Hein. Vous aviez peur qu'il ait encore des sentiments pour Nancy, ce qui était le cas probablement. Au début, peut-être. Hein, tu peux l'avouer après 25. Au début, c'est vrai que quand on se sépare, on a fait quelques années, on était jeunes, on a fait quelques années ensemble. Du jour au lendemain, c'est fini. On a toujours un peu de sentiments. Ouais. On attend toujours un peu que si elle va revenir ou pas. Et petit à petit. Est-ce que vous avez compris pourquoi elle était partie? Vous vous êtes remis en question? C'est vrai que je faisais beaucoup de sport. Ouais. Et souvent... Est-ce que vous vous êtes dit, je me suis peut-être pas suffisamment intéressée à elle? Oui, sûrement. C'est la journée où on fait des aveux. Non, mais sûrement. Où on bat sa culpe. Parce que moi, le lundi, j'étais parti faire du vélo, le mercredi, du vélo. Entre-temps... Et le jeudi, c'est elle qui est partie faire du vélo, mais avec quelqu'un d'autre. Voilà. Le samedi, du vélo, et entre-temps, je faisais encore de la musculation. Et la balle pelote. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez changé, justement, avec votre nouvelle femme dans ce partage? J'ai tout arrêté. Mais c'est elle qui vous l'a demandé ou vous l'avez fait spontanément? Vous l'avez compris. Non. Ça, c'est un peu injuste aussi, parfois. Mais oui, c'est très injuste. C'est-à-dire que finalement, on a besoin d'apprendre et la rupture nous amène vraiment cette force de prise de conscience. Et alors, on ne commet plus forcément les mêmes erreurs si on a cette capacité à se remettre en question dans le deuxième mariage ou dans la deuxième union. Et donc... c'est important de le comprendre, hein, que le premier mari ou la première femme écope justement souvent de cette intime maturité affective où on prend toutes les issues de secours. On voit bien que le sport est quand même une issue de secours masculine très fréquente. D'où l'importance de coaching comme le vôtre, parce que peut-être qu'on peut parvenir à aider les couples à se remettre en question de manière à ce qu'ils restent ensemble. En fait, on peut tout le temps se reconnecter. C'est ça qui est merveilleux. C'est que, et c'est aussi pour ça parfois que quand on se sépare, eh bien, en fait, on peut se remettre ensemble parce à condition qu'il y ait des sentiments, par exemple. Pour condition de le vouloir aussi. Voilà, pour reprendre l'exemple de Regina et de Loïc, manifestement, il n'y a pas de reconnexion amoureuse possible. Oui, il faut le vouloir et puis surtout, il faut que les deux soient dans cette disposition d'ouverture telle qu'à un moment donné, il y a un pont d'échange qui fait que les choses circulent. Mais il peut y avoir des éléments de la vie qui vont favoriser cela. Et les événements de la vie, ça va être des choses difficiles où en fait les deux vont être vraiment complètement dans l'épure. Hein, une maladie d'un enfant ou la perte d'un être cher ou ce genre de choses qui soit ressoudent, soit séparent définitivement. Oui, c'est cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va retoucher la vérité de l'autre et vice-versa. Et alors, on se souvient pourquoi on l'a aimé et on replonge. Et c'est pour ça que je dis toujours aux couples, gardez la foi. Parce que si vous parvenez à vous reconnecter, alors les sentiments repartent, quand bien même on a complètement changé. Parce qu'évidemment que 15 ans plus tard, on n'est plus les mêmes. Hein, tous ces jours qui sont passés, tout ce qui nous est arrivé, on n'est plus les mêmes. Il ne s'agit pas de tomber amoureux de la même personne d'il y a 15 ans. C'est en revanche...
toute cette expérience de vie qui fait que, au contraire, c'est cette nouvelle personne que je peux. Mais c'est ça qui est sympa aussi. Il y a un peu de nouveauté puisque c'est devenu une nouvelle personne. Alors, dans votre cas, tous les trois, Nadine, bien que jalouse de Nancy, a eu l'intelligence de vouloir apaiser vos rapports à tous les deux par rapport à la garde de cet enfant. Hein, c'est vous qui avez œuvré pour apaiser les relations. Oui. Comment vous y êtes prise? J'ai une petite anecdote. Il y a un jour, un mercredi, Rudy allait rechercher Michael. Il avait 5 ans, je ne sais plus. Et il reconduit. Michael rentre dans la maison. On discute un petit peu comme ça. On entend boum. C'est l'armoire qui est tombée sur leur fils. Donc, qu'est-ce qui se passe? On soulève l'armoire. J'étais enceinte de Jordan. On soulève et en fait ouvert ici. Donc, on court et tout. Les dents, ça aurait pu être plus Elle grave, avait juste accouché de son 2e fils, Dylan, qui était dans un petit maxi-cosy, je m'en souviendrai toujours. Et là, je ne sais pas compris, j'ai eu une colère. En fait, ils se disputaient déjà de qui allait prendre l'enfant. L'enfant était ouvert ici. J'ai dit, mais purée, j'y rentré dans la voiture. Je me retourne et je vois le maxi-cosy. Nancy oubliait le petit. Donc j'ai pris, on s'est mis dans la voiture. Dans la voiture, ils n'ont pas arrêté de se crier dessus. J'ai dit, mais non, c'est bon. On se calme. À l'hôpital, on est arrivés. Ils se disputaient qui allait prendre l'enfant pour aller aux urgences. Et je leur ai dit, mais non, vous dégagez tous les deux. Vous êtes le papa, la maman. Je m'occupe de Dylan. Et là, ils sont partis. J'ai pris le petit et je suis revenue. Moi, j'étais enceinte aussi. Et là, je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte ce que vous faites? Votre gamin est dans un état qui devait partir en opération. Ce gamin, c'est pas ça qu'il avait besoin de voir. Hein. J'étais fâchée sur eux deux. Hein. Et comment vous réagissez à ça, vous? Je pense que ouais, c'est au début, on s'entend pas. On a chacun envie d'avoir son enfant. On a chacun... Voilà, lui voulait son fils, moi je le voulais aussi. Mais ils se sont apaisés après. Et alors, quel lien vous avez tissé toutes les deux? En fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à son frère. Et j'étais à la mer, elle était à la mer aussi avec son nouveau compagnon. Et je disais à Rudy, je crois que Nancy, elle n'est pas bien. Il me dit, comment tu sais ça, toi? Je sais pas. Je dis, je vais lui envoyer un message. Puisque nous on savait ce qu'il y avait comme histoire. Et je me suis dit, elle doit vraiment pas être bien. Et donc, je lui ai envoyé, je dis, ça va et tout. Elle me dit, non, ça va pas. Elle dit, tu es où? Je dis, je suis à la mer. Elle dit, tu veux pas venir au camping pour qu'on parle? Et on est allés. Et effectivement, elle allait très mal, quoi. Et donc, vous êtes devenue sa confidente? Et c'est comme ça qu'on a été tous les jours à la mer. Toute la semaine, on montait, on descendait, on montait, on descendait. C'est comme ça, petit à petit. Et vous êtes devenus les meilleurs amis du monde, alors? Elle est devenue la marraine de notre petite dernière. Et comment vous l'avez vécu, Rudy, ça, quand vous les avez vues devenir confidentes? Puisque peut-être qu'elles parlaient plus ensemble que Nadine ne parlait avec vous. Oui, je me suis dit, tiens, ils commencent à bien se parler et tout. Je dis, moi, je suis ici. Moi, au début, c'est vrai qu'avec son mari, je ne parlais pas beaucoup. Puis je me suis dit, je vais me rapprocher aussi, comme ça et tout. Et pour cause, parce que je rappelle que c'est pour lui qu'elle vous avait quitté. Voilà. Donc au début, les rapports étaient un peu tendus. Voilà, et petit à petit, ça s'est fait et tout. Et on a fait les anniversaires ensemble. On a fait les fêtes de fin d'année ensemble. Est-ce que ça vous a fait plaisir qu'elles s'entendent bien? Ou est-ce que vous étiez un peu jaloux qu'elles s'entendent si bien? Non, j'étais pas jaloux. J'étais très content parce que mon fils, il avait son papa et sa maman à chaque anniversaire. Et ça, le déclic a été là. On s'est dit, oui, pourquoi se disputer? Et alors moi, ce qu'il y avait envers elle, j'avais plus le regard amoureux. Quand je la regardais, c'était comme si je voyais une amie. Après, je me suis tellement senti bien avec Nadine que je la regardais, ça me... Il y avait les 4 branches de la chaise. Voilà. Moi, je la regardais comme si c'était une copine ou quelqu'un que je peux tout lui dire aussi, elle peut tout me dire. Et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a plus rien qui se passe. Non. Je la regarde sans amour. Bon, ça vous rassure, Nadine, hein? Vous en êtes convaincue maintenant qu'il n'y a plus rien qui peut se passer? Ouais, non, non, maintenant elle a vraiment bien compris. Non, sinon on ne passerait pas tant de temps ensemble. Hein. On part en vacances. C'est pas possible sinon. On part 15 jours en vacances et tout ensemble. Quand ça va pas très bien avec Rudy, c'est à Nancy que vous vous confiez? Oui. Comme elle va me confier à moi.
Elles ont tout de même un immense point commun, toutes les deux. Elles ont aimé le même homme. Voilà, Rudy. Et votre entourage comprend cette situation? Au début, pas. Ça a été très dur parce que s'entendre avec son ex-femme, il n'y a pas beaucoup. Moi, contraire de lui, quand nous, on va à des soirées, on se dit, quand on est avec des amis, tout ça, ou avec des gens qu'on ne connaît pas beaucoup, je dis, ah voilà, ça c'est mon ex-femme. Et elle dit, vice-versa, elle dit toujours, ah ça c'est mon ex. Et alors ils ne comprennent pas. Ils disent, mais comment vous entendez bien? Je ne savais pas qu'on savait faire comme ça. Voilà. Nous, c'est le contraire. Moi, j'ai pas peur de dire, ah tiens, ça c'est mon ex-femme qui passe là. Ah ouais, et voilà. Mais parce que vous Il y a allez des à gens des soirées pour de la détente. Nous, on va pas des soirées ensemble pour de la détente, du coup. La détente, c'est avec son conjoint. Je veux dire, Voilà, et on va nous, pas la détente, à des soirées, c'est ça. on l'a aussi. chacun de notre Mais on côté. a des amis en commun, donc. Nous, on a beaucoup d'amis en commun. C'était Voilà, ça c'est aussi. ça. On a Vous vu habitez au même endroit? presque dans le même Voilà, endroit, lui, ça il est fait que parti vivre loin. nous, on a... Alors chez vous, quand vous habitez en Belgique, Oui. donc en Belgique, on s'entend pas avec son ex-femme ou avec son ex-mari. Alors l'entente est rare. Comme je nous, crois. c'est rare. Hein. Faire tous les anniversaires ensemble, faire tous les soirées, tous les Noëls, tous les nouvelles années, tous les vacances, tous les week-ends, pas bien. tous les week-ends, mais qu'on est ensemble. Je sais pas si c'est bien d'aller jusqu'à passer toutes les vacances ensemble et tout ça, mais c'est plutôt sympa de garder. Mais on est de plusieurs bonnes amis relations. qui partent, Ouais. donc c'est D'accord. dans un camping en Espagne. Et... D'accord. Puis les enfants, nos enfants étaient dans la même école aussi, donc pour finir, mon fils que j'ai eu de mon premier mariage, leur Parce fils. que alors finalement, vous en avez combien d'enfants là, à vous tous? Trois. Moi, j'en ai trois. Un avec lui et deux avec mon mari de maintenant. Et moi, j'ai un garçon avec elle et j'ai 3 enfants. Moi, j'ai un fils aussi. Vous en avez eu 3 ensemble? Oui. Tous les deux, vous en avez eu 3? Oui. Oui. Vous en avez 5 et 3. Pour vous dire que son fils, il m'appelle tonton. Ils m'ont toujours appelé tonton. Pas tellement qu'on était ensemble. Quand il me disait, hey, tonton Rudy, ça va? Et je dis oui, oui. Je disais pas non. Son fils m'appelle tonton. On a une fois une anecdote avec ma première fille. Quand j'ai accouché, donc son deuxième fils et mon deuxième fils étaient dans la même école. Et donc j'arrive avec Maxi Cosi et il a fait une crise parce qu'il voulait venir voir sa petite sœur. Ah oui. Et Nancy me dit, mais c'est pas ta petite sœur. Si, c'est ma petite sœur. C'est la petite sœur de Michael, donc leur premier fils. Donc c'est ma petite Je veux sœur. dire qu'on est perdu. Hein. Les enfants, c'était. Mais les enfants étaient Ils perdus, sont quoi. très proches, les enfants. Ils s'entendent tous. Il faut pas, même de ses enfants ou mes enfants ou nos enfants, il n'y a pas un qui doit toucher à l'autre. Hein. C'est plutôt sympa. Ils s'entendent tous. Ah, Hein. c'est plutôt sympa parce qu'on sent quand même il y a une espèce de cohésion familiale là qui est agréable. Ça doit être rassurant de sentir qu'on est tous là les uns pour les autres. Oui, c'est ça. Non? Mais il y a C'est quand même chouette. tout de même beaucoup d'intelligence émotionnelle parce qu'on voit que tout l'enjeu d'un remariage, c'est justement la bonne entente entre les enfants, les belles-mères, les beaux-pères. Donc eux, ils ont résolu le problème. Au point où les frontières sont très ténues entre qui est le père et la mère, c'est mignon. Alors on va retourner voir nos fraîchement divorcés. Donc vous êtes séparés, vous avez pris la décision de vous divorcer, vous n'habitez plus ensemble, vous êtes quand même triste de cette situation, vous avez besoin de partir loin pour oublier. Et puis là, à ce moment-là, vous recevez une proposition que finalement vous attendiez depuis longtemps. Oui, la Corse, C'est-à-dire vous recevez une proposition de travail, de travail. de partir travailler en Corse, mais une proposition pour un couple. Pour un couple. Sauf que vous n'êtes plus en couple. Bah non, je suis tout seul. Alors qu'est-ce que vous vous dites? Eh bien, je me dis, je vais vite courir et retourner voir Isabelle et lui expliquer que peut-être la Corse. Et là, J'ai trouvé que c'était une belle proposition et une super opportunité pour recommencer quelque chose avec lui. Ah, tout de suite, vous vous êtes dit ça? Ah oui, tout de suite. J'étais enchantée et j'ai dit, tant mieux, allez hop, on s'en va. Ah bon? On repart. Il y a eu beaucoup de temps entre les deux? Non, pas beaucoup, non. hein, quelques mois, 6 mais... mois, 5-6 mois, à peu près. Voilà, moi je m'ennuyais de lui. Lui, je savais que de toute façon, parce qu'il Donc, m'appelait pour communiquer quand même. avoir des nouvelles d'Antoine. Donc, je sentais qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose pour qu'il revienne. Mais il fallait cette opportunité. Et là, il y a eu cette opportunité, donc... Et alors, vous en étiez où de la procédure de divorce? Elle était en cours, parce que bon, c'est long. Donc, vous l'avez arrêté, vous vous êtes dit, on arrête de divorcer? Non. Pourquoi? Non, parce que finalement, je crois qu'on n'y pensait même plus, en fait. On pensait à notre prochain départ, et c'est vrai qu'on avait oublié qu'on divorçait. C'est drôle. Alors, donc, vous êtes retrouvés en Corse. Voilà. Et puis là, ça a repris tout de suite? Ah oui, on a Ah repris... bah oui, c'était un petit peu la reconquête en même temps. Hein. On Moi, c'est- revivait voilà. une nouvelle histoire, donc c'était génial. Nouvelle histoire d'amour.
Ah bon? C'est reparti comme ça, le soleil corse, la mer, le sable. Voilà. On avait racheté un grand véhicule pour remettre le peu d'affaires qui nous restait. Le gamin derrière, et hop, on repartait. Et pour repartir sur de nouvelles bases, est-ce que vous avez beaucoup dialogué pour essayer d'éliminer ce qui vous avait séparé ou c'est venu naturellement? Naturellement. L'émotion et le plaisir d'être ensemble l'ont emporté sur tout. Tout à fait. Et le projet. Et le projet. C'est important d'avoir un projet. Ouais. Oui, parce que ça sédimente, là. On peut se projeter dans une nouvelle vie et laisser derrière tout ce qui nous... Tout à fait. Puis, nouveau projet, une région où on savait qu'on serait sur un nouveau départ, tout reconstruire, plus d'entourage. Donc, voilà. Et alors, ce divorce, il a été prononcé? Oui, un jour, j'ai reçu un courrier disant qu'il fallait qu'on signe les papiers de divorce. On a fait ça, je crois, qu'en buvant un coup, d'ailleurs. Ah, vous les avez signés? Ça s'arrose. Et est-ce que vous avez décidé de vous remarier? Non, moi, on en a déjà discuté, mais j'ai pas trouvé... Je vois pas ce que ça pouvait rajouter de plus. Non, franchement. Vous, ça vous aurait fait plaisir? Je pense, oui. Oui, ça m'aurait fait plaisir. Mais en même temps, notre vie, elle est encore pas facile. Je trouve que... Enfin, moi, je vois maintenant... si on se remariait, j'aurais l'impression que c'est plutôt un acte administratif. Et je vois pas ce que ça pourrait rajouter de plus. Bon, d'accord. Très Pour bien. l'instant. Même pour faire une jolie fête? Pour l'instant. Il n'a pas dit son dernier mot. Non, moi je crois qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, ça validerait un succès. Il me semble qu'il y a... Oui, qui fait peur en même temps un petit peu aussi. Il y a une revanche à prendre sur les échecs et sur la souffrance. Certainement, oui. J'entends quand même aussi qu'il y a eu le schéma du mariage a amené à l'échec, donc on ne sait jamais, vaudrait peut-être mieux pas le répéter non plus. Hein. Voilà, ça peut être un petit peu angoissant aussi. Hein. Puis on entend beaucoup de gens maintenant qui racontent que le jour où ils se sont mariés, leur union a capoté. Finalement, c'est pour ça, c'est parce qu'on considère que les choses sont acquises et on n'est plus dans dans le devoir de conquête de l'autre. Oui, pourtant, le co-engagement est vraiment une des raisons qui fait que le couple tient, parce que je suis co-engagée avec toi et chaque jour, je repense à cette notion d'engagement. Mais il y a des gens dont le papier, le fait de le certifier peut faire peur aussi, hein, surtout quand on a connu un échec. Vous êtes mariés tous les deux? Le 29 juin, ça fera 15 ans. Ah bon, très bien. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire? Christophe, on a bien compris que la vie était difficile. Oui, que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis, je suis bien d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Isabelle? Eh bien, quand on a vécu et on vit une grande aventure, et puis que je l'aime toujours, et j'espère qu'on arrivera un jour à se marier. On le souhaite aussi, comme ça on pourrait être invité. Voilà. On va tous inviter en Corse. Voilà. À mon avis, vous allez y arriver. On va l'aider. Peut-être un jour. On va l'aider. Je sais pas, on verra. Et vous, tous les deux, vous voudriez qu'on retienne quoi? Qu'on a une très belle histoire d'amitié. Et que voilà, l'amour s'est transformé en amitié, c'est possible, ça peut tenir, on est amis, outre le travail, notre passion, on est amis dans la vie, en tant comme quoi qu'humain. l'amitié peut arriver entre un homme et une femme sans qu'il puisse y avoir une histoire... L'amitié, c'est une forme d'amour. Autre chose. Pas forcément charnelle. Alors, est-ce que ça peut arriver, l'amitié entre un homme et une femme, sans passer par la case désir? Parce que là, dans votre cas, vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout de même. Il y a beaucoup de grandes amitiés entre les hommes et les femmes sans désir, parfois. Enfin, on connaît tous des cas. Moi, j'accompagne souvent des gens qui sont amis et l'un d'eux voudrait franchir le pas. Et donc, c'est le modèle un petit peu inverse du vôtre. Et on sent qu'en effet, il faut vraiment une rupture pour qu'à un moment donné, l'autre se projette sur cette notion de désir. Et donc, cette notion de désir, il faut aller ouvrir l'autre. Et c'est pas toujours évident. En fait, vous, c'est très joli parce que, évidemment, de temps en temps, l'amitié n'est pas très loin de l'amour, tout de même. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que l'amitié est une forme d'amour? Oui, l'amitié est une forme d'amour, mais
la connexion quand même sexuelle aide énormément à l'amour. C'est-à-dire que dans des moments où voilà, on se questionne, qu'est-ce qui m'enquiquine, etc. Et on refait l'amour ensemble, alors à nouveau, voilà, on n'a plus besoin de réfléchir, on n'a plus besoin d'intellectualiser notre relation. On sait qu'on s'entend bien et cela aide. Donc l'amitié n'a pas cette connexion-là et donc elle n'est pas proche de l'amour dans ce sens-là. Mais sinon, quand on est dans le partage, dans la communication, dans le respect, qu'on n'a pas de projet de changement sur l'autre, alors on est quand même à 80% dans l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour si ce n'est l'envie d'être avec l'autre, l'envie de le voir, l'envie de se confier, respecter ce qu'il est, c'est-à-dire son individualité, ne pas vouloir le changer. Et en amitié, dans une belle amitié, il y a tout cela. Et parfois, dans un couple, il n'y a pas cela. Dans un couple, on veut changer l'autre parce qu'on veut l'amener à soi, justement. Et moi, c'est le problème de beaucoup de couples que j'accompagne, c'est que, justement, il y a des projets de changement sur l'autre. C'est vrai. Je vois pas et finalement, vous avez dépassé tout ça. Nous avons effectivement tout ce que vous avez cité, la complicité, l'envie de travailler ensemble, etc., tout ce que nous avons déjà. Mais pourquoi réacter quelque chose que nous avons déjà essayé et qui ne nous apporterait rien, si ce n'est probablement détruire ce que nous avons trouvé? Je ne vois pas l'utilité. Bien sûr. Tout ça pour du sexe. Et dans votre cas, est-ce que vous avez l'impression d'être deux nouvelles personnes? Oui, moi j'ai mûri. J'ai l'impression d'avoir mûri. Vous l'acceptez plus tel qu'il est? Oui. Voilà, c'est ce que vous disiez. Oui, alors moi, l'individuation. Ça, j'adore, parce que souvent, quand même, ça c'est vraiment très beau ce que vous venez de dire, parce que c'est le deuxième, on va dire, on en entend quand même des couples qui se remarient, et en fait, c'est maintenant je l'aime tel qu'il est. Parce que l'amour, c'est quand même ça, c'est-à-dire aimer l'autre tel qu'il est, et on voit que ça peut prendre 15 ans. Parce qu'on arrive tellement dans une nouvelle union avec nos attentes, nos projections. L'homme idéal est quand même harnaché. Et donc, quand on a vécu une rupture et qu'on recommence, en fait, on est dans l'accueil de ce que l'autre est. Et quand on n'a plus d'attente, alors là, l'amour peut aller très loin. Belle conclusion. On va continuer notre émission et continuer à débattre de tout ça. On va parler maintenant d'un phénomène de plus en plus fréquent. On rencontre quelqu'un, on passe quelques soirées ensemble, parfois plusieurs mois, et puis tout d'un coup, plus aucune nouvelle du jour au lendemain. Deux réalisatrices américaines ont décidé d'étudier ce phénomène à travers une série documentaire. Des amoureux conduits en personne rappellent celui ou celle qui les a ignorés en leur demandant les raisons de ce silence radio. C'est un sujet assez intéressant. Regardez, vous allez voir, c'est très étonnant. Salut, c'est Evan Thompson. Est-ce que c'est Tyler? Salut, c'est Scott Rogowski. Comment ça va? Je me souviens que c'était magique. Il m'a offert cette veste en cuir. On a couché ensemble, genre une fois. On a beaucoup dansé, mais on n'a jamais couché ensemble. Et c'est là que tout a commencé. Rien. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il est jamais venu. Je vais l'appeler maintenant. Je veux le confronter au fait qu'il m'ait ignoré. Pourquoi je fais ça? Allô? Hey, Janine? Oui? Salut, c'est Kyle. Kyle Correa. Tu te souviens de moi? Oh, Kyle. Oui, tu m'as envoyé des dizaines de textos? Oui. Oui, je sais, ça fait longtemps. Je me demandais simplement si t'allais bien. Et peut-être s'il y avait une raison pour que tu décides de ne pas me rappeler. Alors, si je peux être tout à fait honnête, la chose qui m'a pas plu, c'est quand tu m'as envoyé une photo de toi, allongé sur un canapé. Et là, je me suis dit, je veux rien avoir à faire avec lui. Mais c'était une photo de mon visage. Non, on voyait le bas de ton corps. Oh, wow. Ouais. Donc la photo évoquait d'autres pensées. C'est ça, ouais. J'essayais juste de reprendre contact. Tu aurais juste pu me dire « Ok mec, merci, on se voit un de ces quatre. » Mais on s'est vu juste une fois. Oui. Je sais pas trop quoi dire. T'en as dit suffisamment. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Janine. Toi aussi, salut. Ok, salut. C'était bien.
Nous avons pris un café à Easter Park. Tu ressembles à quoi? J'ai les cheveux marrons, je mesure 1m75. Ça doit être pour ça, alors. Moi, je suis petit et la plupart des filles avec qui je suis sortie avaient un problème avec ma taille. Moi, j'ai pas de problème avec ça. T'es quelqu'un de rare, alors. J'ai dû croire que tu ne voudrais pas d'un mec plus petit que toi. Sinon, je rappelle d'habitude. On n'en avait pas vraiment parlé. C'est ce que j'ai cru, alors. Ça doit être ça. Merci d'être si ouverte d'esprit. Passe un bon week-end. Toi aussi. Bye. Ok, bye. Alors, on va saluer nos dénicheurs qui nous ont rejoints. Luc, Aude et Brigitte. Bonjour. Donc, très intéressant cette initiative. Comment ça s'appelle déjà? Il y a un terme pour expliquer ce phénomène. Ça s'appelle le ghosting. Ça vient de ghost, fantôme en anglais. Et donc, c'est une façon de rompre en disparaissant, en devenant aussi invisible qu'un fantôme et en ne répondant plus aux appels ni aux messages. Donc, c'est le summum de la lâcheté. C'est affreux. mais c'est quand même... C'est devenu célèbre en partie grâce à Charlize Theron qui a fait ça à Sean Penn. Elle a plus répondu. Ah bon? Mais oui. Alors, donc, il y a une web-série qui a vu le jour. Comment est venue l'idée? Ce sont deux jeunes réalisatrices de 25 ans. Alors, Alex et Molly. Et donc, un jour, Molly a demandé à Alex, est-ce que tu serais capable de rappeler les garçons qui t'ont bazardé de cette façon-là? Bah, elle a tenu le pari, elle a dit oui, et Alex l'a filmé. Et cette vidéo est passée sur les réseaux sociaux, ça a eu un succès fou, donc elles en ont fait une petite série. Cette idée selon laquelle ce phénomène se répand de plus en plus, ça correspond à... C'est quoi, un phénomène de société? Ça correspond à une société oui, ça correspond plus individualiste, plus... De consommation, en fait, on consomme, donc... et puis du cycle court de la relation. Et donc, on ne se sent pas impliqué, on ne se sent pas, finalement, d'engagement ni de responsabilité. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que lorsqu'on exprime à l'autre la vraie raison de la rupture, ça peut l'aider à rompre. Et finalement, le ghosting, c'est aussi un moyen de ne pas faire de la peine à l'autre. On imagine que, de toute façon, il vaut mieux pas que je lui parle parce que je vais lui dire que je ne l'aime plus et c'est trop dur à entendre, alors qu'en fait, ça pourrait faire du bien aussi. Bien sûr, ça permet à l'autre de passer à autre chose plus facilement, peut-être. Qu'est-ce que ça leur apporte à chacun de faire ça, de comprendre, de mettre un terme vraiment, un point final? Un point final à cette relation ils ne comprenaient pas pourquoi cette relation n'était pas terminée. Donc, crac, ça y est, ça clôt un petit peu les choses. Ça permet de passer à autre chose. Voilà. Et de regagner un peu d'estime de soi, parfois. Oui, puis de se détacher, parce que sinon, on se fait harakiri, on se dit mince, on refait le film, voilà. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'aurais dû dire. Et donc, on a envie de refaire l'histoire en se comportant différemment, alors qu'au final, si l'autre disait clairement que voilà, les raisons pour lesquelles il quitte, ce serait beaucoup plus simple. Donc, cette vidéo a fait le tour du monde, Brigitte. Elle a fait le tour du monde. Même Hollywood, qui les a appelés parce qu'ils veulent faire une série d'après leur documentaire. Alors, elles sont en train de peaufiner leur... C'est génial, à chaque fois une histoire différente. Mais oui. C'est un peu ce que vous faites dans votre livre, Florence, puisque vous partez d'histoires que vous avez entendues et sur lesquelles vous donnez des clés et des décryptages. Non, des histoires de personnes que j'ai accompagnées sur la voie de l'amour. Ouais. Je les ai suivies pendant 4 ou 5 mois. Et donc, je raconte cela dans le livre. Donc, c'est ce qu'elle ferait dans cette série, quoi. Exactement. On remontrait les filles d'une histoire d'amour. Exactement. Et particulièrement en France, parce que c'est la France qui a envoyé le plus de demandes à Alex et Molly. Et d'ailleurs, nous allons mettre leur... Ça voudrait dire quoi? Que c'est en France qu'on pratique le plus? On est le plus ghostés, j'ai l'impression. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien les contacter par mail et on va mettre leur mail sur le site de 1001 Vies. Ça vous surprend, ça? En France, on est le... Et on va finir à Hollywood. Oui. En France, vous savez qu'on est les champions des sites de rencontres. On est le pays qui a le plus de sites de rencontres par habitant. Ah bon?
Donc on aime cette idée de... Puis bon, on est quand même dans le pays du lover, du romantisme. Ouais, bah justement, c'est pas terrible quand même, le pays du lover, si on a besoin de rencontres et si on pratique le ghosting, là, c'est quand même... Mais en tout cas, moi c'est pas terrible. J'ai accompagné une personne hier, justement, qui a subi le ghosting. Et donc, je l'ai aidé à rédiger les 4 lignes qui allaient amener l'autre à la rappeler. Et notamment, à lui expliquer. Et donc, alors je l'ai d'ailleurs, je l'ai photographié, ces 4 lignes. Et alors, qu'est-ce que c'est quoi les 4 lignes? Dites-nous qu'on sache. Les 4 lignes, ça consistait à dire que voilà, je suis un être humain digne de respect. On a eu une belle relation avec de la vérité de part et d'autre. Et donc, je te demande le plus simplement du monde de me respecter en tant qu'être humain et donc de me dire ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers jours pour que finalement tu sois dans le silence radio. Et donc il a répondu, il s'est expliqué qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Ça lui permet au moins de tourner la page. Oui, être dans l'ignorance. Mais elle se dit qu'il a tout gâché. Mais ici, c'est des gens, ils se sont vus peut-être qu'1 heure ou 2. Et il y a quelqu'un qui espère, et alors, à ce moment-là, moi, je trouve que le garçon ou la fille qui fait ça, il respecte un peu, parce qu'à la place de lui dire « Oh, t'es moche, moi, j'ai pas envie de toi », il ne le rappelle pas. Il va pas, il ne rappelle pas, et elle croit qu'il va la rappeler, et alors elle dit « Pourquoi t'es pas venu ?»« Ah, parce que tu m'intéresses pas. » C'est plus facile de dire ça que de dire « Oh, t'es moche, moi, je viens pas » ou voilà. Non, mais qu'est-ce que vous dites? Il faut quand même répondre, ou vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut rien dire? Moi, oui, il faut dire quelque chose, mais voilà. je dis ici, dans le truc... Vous voulez dire qu'il faut dire quelque chose, mais qu'on a le droit de mentir. Voilà. En fin de compte, pour pas lui dire dans la figure comme ça... oui, pour pas lui dire une méchanceté. Voilà, pour pas lui dire une méchanceté, il rappelle pas, il dit rien, il reste dans le silence. Ouais. Et la personne qui espère, elle dit, je vais envoyer un message, je vais lui demander pourquoi. Et voilà, et alors on trouve des prétextes. Hein. Ah, c'est parce que ta photo, elle était pas belle, ou quoi. Et on a l'impression que ça vous arrive souvent, Rudy. Non. Comment ça s'inquiéter, Nadine? Oh là là, je vois la jalousie s'activer. Ça peut être valable sur un court terme, effectivement, des gens qui se sont croisés dans une soirée pendant 1 heure, 2 heures, qu'ils ont discuté et que finalement, il y en a un des deux qui n'avait pas d'affinité avec l'autre. Par contre, ce qui est plus gênant, c'est lorsque vous avez passé quelques jours ou quelques semaines avec une personne, où on a commencé à approfondir un peu la connaissance avec cette personne, à avoir peut-être certaines affinités, et que là, l'autre vous ghoste. Et il vous zappe total. Donc là, tu te dis... C'est un manque de respect. Ouais, c'est quand même un manque de respect total. C'est un manque d'humanité, de respect, de... Je sais pas, c'est... Oui, mais on voit bien dans ce que vous dites que finalement, c'est aussi dans la peur de faire de la peine. Hein, et d'oser... On ne sait plus dire les choses de manière franche parce que c'est trop difficile. Sauf que en ghostant, on fait de la peine aussi. Voilà. Et non seulement on fait de la peine, mais on maintient un lien hypothétique et on maintient la personne dans l'attente. Donc c'est mieux. Une des raisons aussi du ghosting, c'est au cas où je voudrais la rappeler, je voudrais finalement... je me laisse je la mets au frigo, quoi. Je garde la relaxation. En tout cas, Luc, c'est pas le genre à pratiquer le ghosting. Très peu. Non, mais c'est un garçon parfait. Donc, autre manière, Luc, de faire le deuil d'une histoire d'amour. Vous avez une idée parce que on a tous chez nous des objets qui symbolisent notre histoire d'amour. Ouais, ça peut être... Et quand on vient à se séparer, parfois, il reste une lettre, il reste un pull, il reste un petit nounours. Et à Zagreb, en Croatie, on a eu l'idée de créer un musée qui expose tous ces objets des relations qui se sont terminées. Ça s'appelle le musée des cœurs brisés. Vous connaissez? Absolument pas. Mais par contre, je peux participer à leur collection. Qu'est-ce que vous donneriez au musée? Des anciens souvenirs. Est-ce que c'est intéressant de visiter ce musée? Parce que qu'est-ce qu'on s'en fiche des justement, moi je me suis dit la même chose. Oui, parce que après, je vais d'abord. C'est intéressant pour chacun d'entre nous d'avoir un lien avec son histoire d'amour, mais les autres s'en foutent. Mais tu vas voir que ça te renseigne sur la tienne. Tu vas voir. À la base de cette histoire. Oui, tu vas voir. Justement, c'est pour ça. À la base de cette histoire, donc un couple qui a vécu ensemble pendant 4 ans, Drazen et Olinka, qui sont donc croates de Zagreb. 4 ans de vie commune, et puis ils décident de se séparer, mais en bon terme, il n'y a pas de problème, on ne casse pas d'assiette, ni rien. Et ils commencent à se partager les meubles, ça, pas de souci. Mais ils se retrouvent avec tout ce tas de petits objets qui ont une valeur sentimentale pour eux, pas pécuniaire, mais sentimentale. Et donc ils se disent, ce serait quand même un sacrilège de s'en débarrasser, de les jeter ou de les mettre au fond de la... Alors ils décident, comme
comme si c'était une plague, un pari, quoi, de les mettre dans un musée. Et en 2010, les ex-partenaires deviennent véritablement des nouveaux partenaires, mais en matière d'exposition d'objets. Et du coup, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a un deuxième musée, ça a eu tellement de succès, et bien qu'on en a ouvert un deuxième à Los Angeles, à côté d'Hollywood Boulevard. Et ça, c'est celui de Los Angeles. Alors regardez, là, on n'a pas de tableau, rien du tout, uniquement. C'est bien, voilà, c'est une belle scénographie. Et puis, voilà, là, c'est un bracelet qu'un homme qui a été conduit a envoyé. Et chaque fois, il y a un petit texte comme ça qui raconte l'histoire de cet objet. Voilà. Alors après, là... Alors ça, c'est intéressant. Voilà. Je pensais que ça vous ferait sourire. Ça, c'est une berlinoise. C'est un objet qu'a laissé le héros de Shining. Oui, voilà. Jack Nicholson, non. Là, c'est une berlinoise qui s'est fait conduire et qui s'est mise à tout casser dans la maison, hein, avec cette hache. Elle disait dans le texte qui est écrit, plus les copeaux s'amoncelaient dans la pièce, plus je me sentais bien. Hein, on peut respecter ça. Bon. Alors, on peut trouver... Là, voilà, ça, c'était la cuillère d'un monsieur qui aimait beaucoup cuisiner. Alors, voilà, il y a sa cuillère, là, avec laquelle il cuisinait. C'est marqué danger dessus, quand même. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Alors ça, voilà, c'est une dame qui a vécu 27 ans avec un homme qui l'a quittée pour une jeune fille plus jeune. Et cet homme avait un tiroir avec des cassettes audio. Vous savez, les trucs qu'on mettait dans les... Avec des quoi? Des cassettes audio, tu sais, ce truc qui date d'une époque ancienne. J'ai connu, Et donc, elle disait, je peux pas les jeter. Donc, elle les a amenés là-bas. Et donc, il y a l'histoire de cet objet. Pourquoi pas les rendre à la personne? Ah ben non, parce que là... Parce qu'ils sont fâchés. Ah ben là, ils sont fâchés. Et pourquoi puis, on ne sait pas ce qu'il y a... Pourquoi pas les garder? Parce qu'il faut aussi faire le deuil. Voilà. L'intérêt... Il faut en faire le deuil de ces objets. Il faut en faire le deuil de la relation. Est-ce qu'il faut faire le deuil des objets? Pour certains, ça aide en tout cas à tourner une page. Pourquoi pas les jeter sinon? Les jeter. Voilà. C'est quoi? Moi, je crois que voilà, chaque moment, c'est une tranche de vie. Pourquoi la mettre sous couvert? C'est une tranche de vie, elle est finie, mais elle est belle quand même. Oui. Alors justement, ce que les gens y trouvent dans cette démarche, c'est de pouvoir justement se dire, on tourne une page. Et de dire aussi, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, eh bien en fait, on est tous égaux quelque part dans la rupture amoureuse. On a tous vécu ce genre de choses. Ça, c'est plutôt réjouissant, non? De se dire qu'un sentiment n'a pas d'âge et que l'argent n'y peut rien. Oui, et puis aussi de sentir qu'en effet, on est tous égaux face à la rupture amoureuse. Donc, on est tous à vivre les mêmes choses. Mais oui, c'est ça. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui n'osent pas parfois avoir d'histoire d'amour, de peur de souffrir. Je dis, mais c'est beau tout de même de souffrir par amour. Vaut mieux vivre l'amour et souffrir que de rester seul éternellement. Au moins, on se sent vivant. Au moins, on se sent vivant. Ouais. Autre petite... Alors voilà, beaucoup de sous-vêtements. Hein. Il y a sur ça beaucoup de mais sous-vêtements. oui, je ne vois que des sous-vêtements. Mais non, parce que... Je reconnais... Voilà. Celui-ci... Il y en a beaucoup, hein. Ça c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Et alors, une histoire intéressante, c'était une dame qui avait... son mari lui avait demandé d'augmenter sa poitrine. Et donc, par amour, elle s'est fait mettre des prothèses mammaires. Mais il l'a quittée. C'était le symbole de leur amour. Donc, elle les a fait retirer. Elle les a envoyés au musée. Des cœurs brisés. Vous savez qu'on dit que à la suite d'une opération de ce type, il y a 90% de séparation. Parce qu'en fait, la femme est tellement rehaussée dans sa séduction que ça lui donne un pouvoir intérieur fort et souvent, il y a des ruptures. Et il y a des maris qui deviennent jaloux parce que du coup, les hommes la regardent plus. Oui, et puis elle, de toute façon, c'est le pas franchi pour sortir, s'ouvrir à une autre personne. On n'est plus la même avec une autre paire de seins. Rudy, vous en pensez quoi, vous? Moi, non, je ne... Mais lui, il est heureux avec une paire de femmes. Voilà. Je sais pas, moi, j'aurais pas envoyé ça. Et donc, pour conclure, ce musée a eu donc un tel succès qu'il en a ouvert, et un deuxième a été ouvert donc à Los Angeles, et on leur envoie, ça c'est celui de Los Angeles, et on leur envoie tellement d'objets qu'il y a 300 objets qui sont exposés, et tous les 6 mois, on les change, et on renvoie des nouveaux objets. Alors, chacun peut le faire, il faut aller, on vous mettra les coordonnées sur le site de Mille et une Vies, on remplit un formulaire, on raconte l'histoire de cet objet, et on l'envoie. Et il a beaucoup de chances d'être exposé. Est-ce qu'il va y en avoir en France?
Alors, il y a eu des expositions justement itinérantes qui ont duré un mois. Et à Paris, il y a eu une exposition de ces objets-là. Et ils ont récolté des objets aussi à Paris? Eh bien sûr, ils en récoltent du monde entier, ça vient de partout. Alors, autre idée originale, Aude, des idées pour divorcer, pour rendre cette histoire de divorce un peu plus joyeuse? Exactement. Alors, je vous ai déniché plusieurs tendances assez originales aussi, insolites, aux États-Unis. Et ça arrive en France. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des divorce parties? Oui. Alors Florence, vous n'avez pas le droit de jouer parce que vous êtes trop spécialiste. Donc c'est Florence qui les organise d'ailleurs. Non mais moi je me souviens je suis avec mon mari depuis 17 ans, mais avant cela, j'avais quitté quelqu'un et je me suis sentie tellement libérée que j'ai invité mes amis. Ah ben vous êtes finalement un précurseur parce que figurez-vous qu'aux États-Unis c'est arrivé il y a 15 ans et c'est cette femme qui s'appelle Christine Gallagher, qui est écrivaine et thérapeute là-bas, et qui, un jour, est invitée à une fête organisée par une de ses amies qui vivait une rupture très compliquée et qui se dit, pour retrouver un peu le sourire, je vais faire la fête et on va oublier tout ça. Et cette Christine Gallagher, elle se dit, mais après tout, un divorce, ça change le cours d'une vie, comme un mariage, mais il n'y a pas de cérémonie pour ça. Donc, elle invente le concept de divorce party, et elle lance carrément une agence événementielle qui se spécialise dans l'organisation de divorce parties à Los Angeles. Qui est invité? Ceux qui divorcent? Alors, il y a plusieurs configurations. Il y a plusieurs configurations. Souvent de faire la fête quand on divorce, c'est quand même triste. Et vous pouvez soit faire ça avec votre ex-conjoint. Donc là, par exemple, c'est une divorce party qui a été organisée entre deux ex qui étaient restés amis, comme vous auriez pu le faire, voilà, j'imagine. Donc là, c'est pareil. On a deux ex-époux qui, d'ailleurs, ont détourné la photo de leur mariage. Je ne sais pas si vous voyez en dessous, c'est la photo de leur mariage. Alors là, on devine qu'ils n'ont pas mis longtemps avant de divorcer parce qu'ils ont quand même un peu la même tête sur la photo de leur mariage et sur la photo de leur divorce party. Et puis, il y a la config. Alors ça, c'est un peu différent. Il y a la fête qui pourrait être apparentée à l'enterrement de vie de jeune fille ou à l'enterrement de vie de garçon, sauf que là, on célèbre en fait sa liberté retrouvée et le démarrage d'une nouvelle vie. Donc là, on est plus entre copines. Est-ce qu'on se fait des cadeaux à l'occasion d'une divorce party? Il y a une liste de divorces. Il existe alors ces agences événementielles qui se lancent dans les divorce parties, donc on les appelle les divorce planners, comme les wedding planners. Il y en a de plus en plus aux États-Unis et donc ils mettent en vente tout un tas de décorations, des nappes, des ballons siglés, donc pour organiser la soirée. On met en place des listes de divorce, comme les listes de mariage où on demande des cadeaux. Il existe aussi des gâteaux spéciaux. Alors là, c'est May divorce be with you, donc comme que la force soit avec toi. Donc voilà, que le divorce soit avec toi. Là, c'est Star Wars qui est détourné. Et alors là, bon, ça peut devenir un peu moins poétique et un peu moins un bon enfant, on va dire. Donc là, pour certaines, elles vont jusqu'à brûler leur robe de mariée. Ça, c'est les plus énervées d'entre elles. C'est souvent des femmes. Mais là, elles peuvent l'éteindre et alors l'envoyer au musée. Voilà. C'est une personne qui ne savait pas qu'elle aurait pu envoyer sa robe au musée des cœurs brisés. Donc, et alors, ils peuvent dépenser jusqu'à combien pour les cadeaux, par exemple, sur les listes de divorce? Tout ça. En moyenne, c'est entre 500 €, j'ai converti en euros, et ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, parfois même 5 000 €. Certains déboursent 5 000 € donc qui pourrait être le prix d'un mariage. Je pars en vacances. Enterrer, pour fêter leur divorce. Donc c'est quand même un business assez juteux pour ces divorce planners. Florence? Le vrai problème quand on divorce, c'est de ne pas s'enterrer finalement dans la solitude. Et donc, il y a une vraie fonction du mariage quand même, qui est... moi, j'ai trouvé ma moitié, venez vous rencontrer lors de la fête cérémonie de mon mariage. Et quand on divorce, c'est important de faire savoir tout de même qu'on est nouveau libre. Et moi, je conseille... Qu'on est à nouveau sur le marché. Oui, sur le marché. Oui. Et donc, cette fête de divorce, si on peut dire à nos amis, venez chacun avec quelqu'un que je ne connais pas, c'est une manière d'écrire c'est pas bête, mais c'est une autre idée alors. Ah oui, on rencontre beaucoup de gens dans les mariages, en effet, donc on peut aussi rencontrer, pourquoi pas, sa moitié dans une divorce party. Et en fait, vous savez, l'amour est là pour nous surprendre, et donc il en suffit d'un, et ça peut venir de partout. Et donc c'est très important quand on est
seul, tout juste divorcé, voilà, de faire savoir à son premier cercle, à son deuxième cercle, son troisième cercle, parce qu'il y en a, si ça se trouve, qui depuis quelques années n'attendent que ça. Hein. C'est très important de faire connaître, de faire savoir que voilà, on est dans une phase de sa vie où on a envie de rencontrer à nouveau quelqu'un. Voilà, là on est en plein dedans. Et avec la deuxième tendance que je vous ai dénichée, on est un peu dans le même genre d'esprit aussi. Juste, ça arrive en France, les divorces? Ah oui, ça arrive en France. Depuis 2-3 ans, on commence à en parler. Alors, c'est beaucoup plus improvisé. Il n'y a pas encore de divorce planner, mais ça commence à arriver. Exactement. C'est une manière de faire du business. Ouais, il y a effectivement un business à... On pourrait organiser ça, nous, original. Non. Moi, oui, je peux le faire. Et puis en France, on n'a pas besoin de divorce planner pour organiser. Les personnes disponibles. On peut s'organiser ça. L'utile à l'agréable. Alors, il y a une autre idée, les divorces selfies. Alors oui, les divorces selfies, c'est plus récent. Ils sont apparus en 2015, en août 2015. Et c'est ce couple qui a lancé cette mode. Alors c'est Shannon et Chris Neumann, je ne sais pas comment on prononce. C'est des Canadiens. Un ex-couple de Canadiens qui se sont pris en photo devant le tribunal juste après leur divorce. Devant le tribunal où ils viennent voilà. On a l'impression qu'ils viennent de se marier, de se paxer, mais non, en fait, ce qu'ils viennent de faire, c'est de divorcer. Et alors, cette photo a été assortie d'un message que je vous ai traduit, qui dit qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont, de manière respectueuse, réfléchie et honorable, mis fin à leur mariage, de telle sorte qu'ils pourront continuer à être des partenaires pour leurs enfants, pour qu'ils n'aient jamais à choisir. Voilà. Ça, c'était le tout premier divorce selfie qui a été partagé 37 000 fois sur Facebook. C'était la première fois qu'on voyait ce genre d'image apparaître. Et alors, depuis, il y en a eu plein d'autres. Souvent, ça se passe devant le tribunal. Hein. La photo a été prise devant le tribunal. Donc là, tout de suite après, la ici, libération. pareil. On est devant un autre tribunal. Souvent, on arbore aussi le papier du divorce. Hein, c'est officiel. Voilà, c'est comme le permis de conduire à 18 ans. Voilà. Donc là, c'est le Graal. Je l'ai. Enfin, on l'a. Voilà, donc bon, ils ont un peu raté leur selfie. Non, Christophe, ça vous inspire quoi, ça? Vous imaginez le genre de votre divorce? Non, mais tout le contraire de nous, finalement. Bien sûr. Parce que nous, c'est une histoire d'amour. Bon, on aurait pu faire quand même un selfie. Mais oui, parce que vous êtes lorsqu'on est sortis. Mais ça n'a pas été pour la même parce raison. que vous n'étiez pas heureux de vous séparer. Ah non, moi, je n'étais pas. Ouais. Donc, c'était pas valable. J'aurais fait une petite. On n'était pas encore dans la voie. Effectivement heureuses de se séparer, mais qui veulent absolument rester amis, qui veulent rester en contact, et qui décident de le faire dans la bonne humeur, finalement, dans la joie, en réalité. C'est très bien, Mais voilà, effectivement, on préfère ça que des couples qui se déchirent. Oui, bien sûr. Ou le coup de la robe de mariée qui brûle. On préfère ce genre de choses. Donc là, eux aussi, ils ont leur petit papier. Eux, ça faisait 6 ans qu'ils attendaient d'avoir le papier. Voilà. Donc, bref, il y en a vraiment de plus en plus. Alors, oui, ils montrent leurs doigts, hein, sans alliance. Donc c'est vraiment ce genre de cliché, on en voit de plus en plus. Et voilà, je pensais que ça allait peut-être vous parler. Donner des idées. Vous donnez des idées. Non, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de divorcer. Donc non, c'est ça. Non, vous auriez pu faire ça? Nous, avec Nancy, comme on en a parlé tantôt, nous, on a même été faire la fête ensemble un peu après. Oui. Même avec son nouveau conjoint et tout ça, et on a été dans un café. Oui, donc finalement, il a fallu le temps avant qu'ils soient divorcés aussi, quoi. Oui, c'est pas immédiat, pas. Et alors, une dernière photo coup de cœur? Donc cette photo, c'est la photo de Billy Flynn. Donc Billy Flynn, c'est cet Américain de 36 ans. Il a 2 enfants. Il est séparé de la mère de ses enfants depuis déjà plusieurs années. Ils avaient des gros problèmes de couple, mais il a toujours voulu continuer à prendre soin de son ex-épouse. Donc il lui faisait des petits cadeaux d'anniversaire, il lui offrait des fleurs de temps en temps. Enfin, il a toujours voulu rester en très bons termes avec elle. Et ça n'a jamais été bien compris par son entourage. Tous ses amis lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus ta femme. Qu'est-ce que tu t'embêtes? Qu'est-ce que tu t'embêtes à lui faire des cadeaux? Voilà, passe à autre chose. » Mais lui, il était passé à autre chose. Il était d'ailleurs amoureux de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il voulait continuer à chouchouter son ex-épouse, la maman de ses enfants. Et un jour, il a publié, il y a quelques mois, ce message sur Facebook qui a fait aussi un gros buzz. Il explique que c'est l'anniversaire de son ex-femme, donc qu'il s'est levé tôt, qu'il lui a acheté des fleurs, qu'il lui a acheté une carte, un cadeau, qu'il a aidé ses enfants à lui préparer le petit déjeuner, et que, comme tout le temps, comme d'habitude, on lui a demandé « Mais pourquoi tu fais tout ça ?» Et donc, il a voulu expliquer sur ce message qu'il élève 2 garçons qui vont devenir des hommes, et que la manière dont il agit avec leur mère va influencer de manière significative la façon dont eux
ces futurs hommes vont agir et se comporter avec les femmes. Donc elle est là l'explication et il finit son message en disant, en appelant tous les couples qui se séparent à en faire de même, à régler leurs problèmes entre eux et à ne pas mêler les enfants à tout ça. Et donc ça c'était un message qui a été partagé. Tu me dois 13 ans de cadeaux. Ouais. C'est un message qui a été liké 700 000 fois, partagé 200 000 fois, donc qui a fait le tour du monde. Et je trouve que c'est assez réjouissant voilà, que ce genre de message... Ce qui est dingue, c'est qu'il faille le dire et l'écrire et que ce ne soit pas une évidence. N'est-ce pas, Rudy et Nancy? Un commentaire de Florence là-dessus? Oui, mais je trouve qu'en effet, c'est beaucoup de maturité masculine pour être comme ça. Et en effet, on devrait tous l'être. Bien sûr. Super. Et puis Luc, avec une dernière chronique en partenariat avec Version Féminin. Oui, parce qu'on vous présente chaque semaine une initiative portée par une lauréate du prix Solidarité Version Féminin européen. Et justement, tu parlais de Billy qui a voulu, justement, pour préserver l'éducation de ses enfants, garder de bonnes relations avec son ex-épouse. Eh bien, moi, je vais vous parler de Aïcha Ramdani qui, elle, partage cette valeur-là, justement. Parce qu'elle, elle est convaincue qu'il faut que les enfants aient leurs deux parents vraiment présents au quotidien dans l'éducation. En fait, elle habite à Vaux-en-Velin, elle est dans les quartiers dits sensibles. Et depuis plus de 20 ans, elle se bat au pied des tours pour que les enfants, les parents, les grands-parents, vraiment mêler l'intergénérationnel pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Elle a fait du soutien aux devoirs, elle a fait du soutien scolaire, elle a fait des cours d'informatique, pour les gens, tu sais, qui sont un peu novices, des retraités qui n'osent pas trop apprendre l'informatique, qui sont un peu nuls et tout. Dit-il en me parlant. Oui, bon, parce qu'il y a des fois... Bon, on regarde intensément. Voilà, elle organise des repas avec les vieux, les jeunes, les moins jeunes. Et elle fait un travail formidable en banlieue. Et moi, je voulais lui rendre hommage. C'est une personne formidable. Elle a créé l'association Frametto. Et voilà, Aïcha Ramdani, quelqu'un de super. Génial. Voilà. Merci pour toutes ces histoires. Comment trouver l'amour en 3 mois? Eh ben, c'est ce que vous propose Florence Escaravage dans ce livre publié chez Marabout, avec des exemples de personnes que vous avez accompagnées et qui illustrent à chaque fois une problématique, j'imagine, que vous décryptez. Qui explique quel déclic leur a permis de trouver l'amour. Voilà. Il y a 5 catégories vraiment de déclics. C'est-à-dire? Eh bien, la première, c'est elle a coupé son fil du passé. La deuxième, elle a compris qui était à même de la rendre heureuse. La troisième, elle a réussi à comprendre ce qui était unique et à le révéler à l'autre. La quatrième, elle a été dans la démarche de rencontre effective et pas en attendant que ça lui tombe dessus. Et la cinquième, elle a compris ce que c'était que de transformer une belle rencontre en une relation qui s'épanouit, en un lien qui grandit. Pour vous la faire courte, mais là, il y a au moins 300 pages. En tout cas, on a très envie de le lire, ce livre-là. Et puis, vos projets à tous les deux, puisque vous nous avez dit à quel point vous travaillez ensemble pour monter des spectacles. Quelle est votre prochaine idée? Alors, c'est même plus un projet, c'est concrétisé, voilà, à force d'efforts depuis longtemps. On travaille depuis toujours donc, sur des spectacles dans des casinos, des palaces, tout ça, etc. Et là, on va être à l'affiche à Paris, sur la Nouvelle Ève. Pour une fois par semaine à partir de mi-novembre cette année, sur un spectacle qui est un hommage à Dalida, où je suis chanteuse, imitatrice et transformiste, avec nos danseurs et danseuses, où Loïc est également chanteur-danseur dans le spectacle et meneur de revue, et avec une tournée avant, après, parce qu'il y a déjà des dates en tournée et d'autres après derrière. Voilà. Et donc vous faites Dalida avec l'accent? Voilà. Oui, c'est la chanson. Etc. Et les costumes. On peut entendre quelques notes. Ah, si vous voulez. Ah ouais. Parole, à 2 peut-être. Ça s'efface. Ah oui, c'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Voilà, là c'est Alain Delon. Oui. Ou Alain de loin. Oui, c'est celui-là. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Je ne sais pas pourquoi. Toi non plus d'ailleurs. Je trouve que ça illustre assez bien le tandem du jour, non hein? Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Et pourtant, on a bien compris à quel point, parfois, les mots sont importants pour... les mots et les dialogues sont importants pour arriver à surmonter les écueils et les obstacles qu'on traverse sur la durée dans un couple. N'est-ce pas? Oui, et à se comprendre,
Merci à tous. C'était un sujet passionnant. Dans un instant, vous retrouvez Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi et merci de votre fidélité. Victimes de maltraitance, nos invités de mardi ont connu une enfance faite de coups et de larmes. Ils viendront témoigner de leur renaissance. Je viens de la rue, je suis devenu chef d'entreprise, mais j'ai très peur de redescendre. Alors tous les jours, je fais tout pour ne pas retomber. À la maison, Jean-Pierre est battu par son beau-père et constamment rabaissé. Dès qu'il rentrait à la maison, on devait lui enlever ses chaussures, lui enlever ses chaussettes et lui laver les pieds. Les coups de ceinture, c'était tous les jours. Ma maman, tous les 2 jours, elle prenait une dérouillée. Ça a été l'enfer. Placé en foyer, Jean-Pierre bascule dans la délinquance. Mais une rencontre va tout changer. Je volais, j'ai été plusieurs fois mis en garde à vue. Je me suis retrouvé dans la rue, je pleurais. Et là, 3 étudiants, ça a été mon issue de secours. France était une petite fille rejetée qui a longtemps vécu dans un placard, dans l'indifférence générale, avec pour seul compagnon une serpillière. Mon père ouvre le placard et le fait qu'il prenne ses chaussures, qu'il referme la porte, sans rien dire, ce jour-là, j'ai su que j'avais plus de papa. France se battra de toutes ses forces pour ne pas reproduire le schéma. Trop longtemps en manque d'amour, elle deviendra une mère aimante et protectrice. J'ai 3 filles, j'ai tout fait pour elles. Et j'ai adopté 2 enfants handicapés. Je suis heureuse parce que je voulais plein d'enfants.